Sébastien Damour, je suis ici conservateur chargé de collection en sciences de l'Antiquité à la Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne. Nous sommes ravis d'accueillir ce soir Romain Richard-Rousse, qui est maître de conférence à l'Université Paris-I-Panthéon-Sorbonne, pour la présentation de son dernier ouvrage, Athènes en partage, les étrangers au sein de la cité, 5e-3e siècle avant notre ère, qui est un ouvrage issu de sa thèse de doctorat qui a été soutenue à l'Université Paris-I-Panthéon-Sorbonne en 2017, je crois, c'est bien ça, sous la direction de Violette Elliott et aussi de Vincent Azoulay. Romain a également écrit d'autres ouvrages qui sont sur le présentoir juste à côté là-bas, que vous pourrez consulter éventuellement après la séance. Des ouvrages sur le même thème, comme Les Grecs et les autres, aux éditions Atlante en 2017, l'année de la soutenance de la thèse. Également, toujours aux éditions de la Sorbonne, également un ouvrage collectif, L'identification des personnes dans le monde grec, avec Paulin Ismar, Mathieu Vallée, Anne-Emmanuel Weiss, qui avait fait l'objet d'une présentation ici même, dans le cadre de la Vis présente en 2019, c'était avant la crise du Covid. Plus récemment, la Récité grecque de Solon à Démosthène, chez Atlante également publié en 2021, que malheureusement on ne peut pas vous présenter parce que nos 2 exemplaires sont actuellement à la reliure, et qui ont aussi présenté un ouvrage, un catalogue d'exposition sur l'épopée des rois Thraces, où Romain a également présenté des notices sur les Thraces, et un numéro de la revue des études anciennes avec également un de ses récents articles de 2021. Donc nous sommes très très heureux de t'accueillir ce soir, donc je vais lui passer la parole pour la présentation de son livre. Merci beaucoup Sébastien, je suis ravi d'être ici, d'abord parce que beaucoup des pages de ce livre ont été écrites dans cette bibliothèque de la Sorbonne. Il y a beaucoup de ce lieu dans la thèse d'abord et dans ce livre ensuite. Donc comme le titre l'indique, ce livre voulait revenir sur ce qu'étaient les étrangers à Athènes, d'un point de vue de la participation des étrangers au sein de la communauté, à tisser ce que Aristophane, le poète comique de la fin du 5e siècle, appelle le manteau commun. Il y a beaucoup cette idée chez les Grecs, de tisser une communauté où chacun représente des fils qu'on va tisser en commun et qui vont ensuite permettre de tenir. Et donc l'idée c'était de voir justement quelle était la participation des étrangers à ce manteau qui était la communauté qui vivait sur un territoire. Et moi ce qui m'intéresse c'est le territoire de l'Attique, c'est-à-dire le territoire de la cité d'Athènes, donc entre les 5e et les 3e siècles. Alors, les étrangers sont souvent vus dans la culture populaire, comme la chanson de Moustaki qui prête son nom à la première partie de l'ouvrage le dit, ils sont vus comme des métèques. Ça c'est un terme assez commun, qui est enseigné au collège, au lycée, qui est un peu connu. On dit voilà, les étrangers c'est des métèques, et même dans les manuels, les liens d'ailleurs, voilà, c'est la première appellation pour désigner les étrangers. Mais dans ce livre, donc ce livre est découpé en 4 grandes parties, je vais vous en présenter seulement 3 ce soir parce que on va voir c'est des études de cas et je n'ai pas le temps de parler de tout. Mais la première s'interrogeait sur la manière dont on nommait en fait les étrangers et surtout dans les étrangers se nommaient eux-mêmes, c'est-à-dire comment ils se considèrent eux-mêmes comme membres de la communauté ou sur le territoire d'Athènes, comment ils se nomment et donc du coup comment à la fois ils sont perçus et comment ils se perçoivent eux-mêmes. Alors, à l'issue de mon enquête, j'ai pu voir que finalement, on va le voir, le terme de métèque est finalement assez peu utilisé, contrairement à ce qu'on pourrait croire. En effet, il y a 3 termes d'abord qui sont des dénominations que j'ai appelées assignées par la cité, c'est-à-dire le corps civique athénien, le corps des citoyens, désigne les étrangers par 3 manières différentes, principales. 3 manières qui vont être, que j'ai dites, être des dénominations assignées, c'est-à-dire que c'est la cité qui les nomme comme ça, mais eux-mêmes ne se nomment pas de cette manière. Donc la première, c'est le terme de xénos. Alors xénos, ça désigne en réalité, au début, les étrangers d'une manière générale, et puis ensuite, ça va désigner les étrangers hors de la cité.
Donc en fait, c'est un terme qui n'a pas désigné les étrangers résidents. Alors moi, ce qui m'intéressait plutôt, c'était les étrangers résidents. À partir, dès le milieu, fin du 5e siècle, on désigne xénos ceux qui sont vraiment, qui habitent hors de la cité. Donc les étrangers qui sont dans la cité ne sont pas des xénos, enfin des xénoïdes. Ça, c'est le premier terme qu'on va retrouver dans les sources. Le deuxième, c'est le terme de métèque, c'est la dénomination la plus fréquente. La cité appelle les étrangers résidents des métèques. Donc les métèques, ce sont des étrangers résidents qui résident en général plus d'1 mois dans la cité. À partir d'1 mois, il faut s'enregistrer auprès de la cité comme métèque. Et on va payer une taxe spécifique au fait d'être étranger, qui est très très peu élevée, mais qui est malgré tout symbolique. Troisième terme qui apparaît, c'est ceux qui habitent comme résidents, les katoikuntes. Ça, c'est un terme assez peu connu parce que de fait, il est très peu fréquent. Mais à un moment, à la fin du IVe siècle, on a quelques documents qui nous parlent d'individus qu'on va appeler non pas des métèques, mais des katoikuntes. Alors, faute de source, on est bien en peine de savoir ce que ce terme recoupe. En fait, on ne sait pas pourquoi la cité décide d'employer ce terme plutôt que le terme de métèque. Puisqu'il apparaît dans trop peu de sources où il n'est pas explicité. Mais moi, ce que j'ai constaté, c'est que voilà, le terme de métèque n'est pas systématique. Il devait y avoir d'autres catégories d'étrangers. Et ces dénominations, donc, elles ne sont en aucun cas revendiquées par les métèques. C'est-à-dire, dans les documents qui sont produits par les métèques à Athènes, il y en a, je vais y revenir, eh bien, eux-mêmes ne se désignent pas par ces termes-là. Donc, c'est des termes qui ne vont pas valoriser dans leur appellation. On va y revenir. Autre catégorie, les dénominations qui sont assignées par la cité, mais qui sont revendiquées par les étrangers. C'est-à-dire, la cité utilise 2 autres termes pour désigner ses étrangers, les paroikoi et les isotèles. Je vais revenir sur ce que chacun signifie. Et ces termes-là, pour le coup, ils apparaissent dans des documents produits par les étrangers. Ça veut dire que c'était des termes qui étaient sans doute individuellement plus valorisés. D'accord ? Il y a d'abord les paroikoi. Alors les paroikoi, c'est un terme qui apparaît au IIIe siècle, donc qui n'est pas à l'époque classique, et qui désigne des soldats en garnison, peut-être dotés d'un statut privilégié, c'est peut-être pour ça qu'ils se revendiquent comme tels, et en tout cas qui sont particuliers et qui vont se dénommer de manière individuelle et de manière collective, comme ça. Donc c'est une appellation qui est à la fois collective, mais qui est aussi individuelle. Et ça, le terme de métèque, par exemple, c'est pas dans la même catégorie. Il n'y a jamais les métèques qui parlent en nom de nous les métèques, ou moi métèque. Jamais. Dans aucun document. Et ça, pour le coup, on en a beaucoup. Et par ailleurs, il y a le terme d'isotèle, qui lui désigne un statut d'étranger privilégié. Ce sont des individus qui ont reçu de la cité, en général pour services rendus, services militaires, services financiers, qui ont reçu un privilège, celui, littéralement, de payer la même taxe, enfin, les mêmes taxes que les citoyens. Donc c'est une catégorie qui les rapproche un peu des citoyens par rapport à l'étranger lambda, si je puis dire. Donc en fait, on s'aperçoit que, eh bien, dans la société athénienne, il y a une sorte de, si je puis dire, de spectre de statut, de dénomination, que les étrangers vont plus ou moins utiliser au cours du temps. Donc ça veut dire que ces dénominations, eh bien, elles vont être réappropriées par les étrangers eux-mêmes ou pas, donc elles vont avoir des significations différentes. Et donc être un étranger métèque, enfin être appelé métèque ou être appelé isotèle, ce n'est pas la même chose dans la cité. D'accord ? C'est-à-dire que c'est des catégories qui sont différentes. Et donc le nom a un sens. On n'est pas, à partir du moment où on est isotèle, on n'est plus jamais appelé métèque. À partir du moment où on n'est pas paroikoi, on n'est plus jamais appelé métèque. Et puis on ne s'appelle jamais métèque, donc par contre paroikoi et isotèle. Donc l'attachement à des étrangers à certaines dénominations montre que la définition de soi relève à la fois d'une dialectique entre dénomination exogène, c'est-à-dire on vous assigne une dénomination, et vous êtes libre ou non de vous la réapproprier et de la mettre dans votre nom, puisque par exemple le terme d'isotèle ou de paroikoi, les individus en fait vont changer de nom. Un étranger en Grèce, il est nommé par son prénom, le nom de son père et le nom de sa cité d'origine. À partir du moment où on va être isotèle, on va enlever le nom de la cité d'origine et on va mettre isotèle à la place. Donc c'est vraiment en soi, on change de nom. D'accord ? Donc c'est très significatif, pour moi c'était très significatif de montrer que les étrangers, eh bien, il y a certaines dénominations,
il décidait de les mettre de côté. Métèque, on n'est jamais nommé prénom, nom du père, Métèque. Non, on garde le nom de sa cité d'origine. Par contre, pour certaines dénominations, ça, on va l'intégrer en soi-même, vraiment, dans son propre nom. Donc, eh bien, moi, ce qui m'intéressait, c'était de montrer que toutes ces catégories que la cité assigne, eh bien, les étrangers sont libres ou non de se les réapproprier. Donc, ils ont quand même une capacité d'action sur eux-mêmes, sur la manière dont on les nomme, qui leur est propre et la cité les laisse libres de choisir ou non d'adopter telle ou telle dénomination. Il n'y a pas d'imposition par la cité, mais parfois on va adopter la dénomination que la cité vous a gracieusement accordée. Et donc c'est aussi une manière de montrer son inclusion dans l'ensemble des individus qui forment la communauté. À partir du moment où on est isotel, c'est-à-dire qu'on a été reconnu comme tel par la cité, et donc on a été reconnu comme tel par la communauté, et on va choisir de prendre le nom que la communauté nous donne. Et donc c'est une forme d'inclusion dans la communauté, c'est-à-dire qu'on accepte le nom que la communauté, par laquelle la communauté nous désigne. Et c'est ça qui m'intéressait dans cette étude des dénominations, et puis c'était de voir que eh bien, ces dénominations, donc là je parlais des dénominations juridiques, mais selon les contextes, on va plus ou moins se l'approprier, on va plus ou moins l'utiliser. Je vais prendre un autre exemple rapidement. À la fin du 5e siècle, il y a une cité qui est la cité de Platée, qui se trouve au nord d'Athènes, qui est détruite par la cité de Thèbes, qui se trouve juste au-dessus. Aussi. Les Platéens sont recueillis par les Athéniens, qui leur donnent la citoyenneté. Donc ces individus se retrouvent avec le prénom, le nom du père, et puis le nom du dème, c'est-à-dire d'une circonscription civique, d'une circonscription administrative d'Athènes, qui marque la citoyenneté. Mais dans certains cas, eh bien, les Platéens, on le sait par d'autres sources, vont se réunir entre eux sous l'appellation de Platéens. Ça veut dire qu'en fonction du contexte, on va même en tant qu'étranger, on va choisir la dénomination. Quand on est entre Platéens, on s'appelle les Platéens. Alors même qu'on n'est plus Platéens, la cité n'existe plus. Donc la dénomination, c'est important parce que ça montre la place selon les contextes qu'on veut avoir dans la cité. Alors, donc, ce que ce livre montre, c'est qu'avec une variété aussi forte de dénominations, il est plus possible de penser les étrangers uniquement comme de seuls métèques, et ce terme de métèque est quand même associé dans l'historiographie à une forme d'exclusion, et donc pour moi, de montrer que ce terme en fait n'était pas prépondérant, c'était aussi éventuellement remettre en cause eh bien, une partie de l'historiographie, puisque l'historiographie a considéré jusque-là, les historiens depuis le 19e siècle, ont considéré les étrangers sous 3 formes principales. La première, c'est d'avoir considéré, donc ça veut dire dans le deuxième tiers du 19e siècle, d'avoir considéré les étrangers d'abord comme des quasi-citoyens. Donc c'est une perspective culturelle portée essentiellement par Wilamowitz en 1887 et après. Wilamowitz, lui, il voulait montrer eh bien, que les citoyens, les étrangers étaient quasiment comme des citoyens. Des quasi-burgers, quasi-citoyens. Parce que selon lui, et c'est là que c'est présupposé. Alors moi en fait ce qui m'intéressait chez Wilamowitz, c'est donc ces présupposés sont faux parce que pour lui en fait tous les étrangers sont des Grecs, alors que depuis, avec des sources qui n'étaient pas à sa disposition à l'époque, on a pu montrer qu'il y avait beaucoup d'étrangers qui venaient de mondes barbares, donc qui ne parlaient pas grec à l'origine, y compris des personnages célèbres, hein, des philosophes très connus, hein, le fondateur des Stoïciens par exemple, Zénon, il est phénicien à la base, donc sa langue maternelle c'est pas le grec. Et donc, voilà. Mais il a posé la question, justement, de cette intégration culturelle. Alors, sa perspective a été totalement oubliée dans les années qui ont suivi, parce que le métèque a été considéré, à l'inverse, comme un anti-citoyen. Donc l'inverse, comme quelqu'un qui était considérablement exclu de la communauté, et qui ne pouvait pas en faire partie. Donc ça, c'est la perspective anglo-saxonne, qui a été notamment qualifiée par David Whitehead dans un ouvrage en 1977. Pour lui, donc, un métèque, c'était quelqu'un qui était radicalement exclu de la communauté. Il était là, et je vais y venir avec la troisième, essentiellement pour faire du commerce. Et ça, c'est issu d'une historiographie plutôt française, du début du XXe siècle, portée par Michel Clerc, qui considère que le métèque, il est là avant tout pour faire du commerce, pour faire de l'artisanat, que c'est un homo economicus, et qu'il n'est là que
pour finalement rapporter des sous via les taxes à l'État athénien. Je vais en un tout petit peu, mais à peine. Ces deux historiographies, économique et juridique, donc d'un métèque qui est là pour faire du commerce, pour faire de l'argent, mais absolument pas pour s'intégrer à la communauté, ce sont les deux historiographies qui ont eu le plus de succès et qui, en fait, aujourd'hui, si vous ouvrez n'importe quel manuel, par exemple, eh bien, sont finalement ce qu'on enseigne. C'est que le métèque, c'est quelqu'un de radicalement exclu de la communauté et qui ne peut pas en faire partie. Donc, en soi, il y a une part de vérité. Hein. Je ne veux pas dire que tout est à jeter, loin de là, dans ce qu'ont fait mes confrères avant moi. De fait, les Athéniens ne donnent quasiment jamais la citoyenneté. On a le cas d'une famille qui va être récompensée, privilégiée par tout ce qui est possible sur presque 200 ans, mais ils ne vont jamais être faits citoyens. Alors qu'ils vivent à Athènes, en fait, pendant 200 ans, ils continuent à être des métèques, mais on leur donnera jamais la citoyenneté athénienne. Alors qu'ils dépensent des sommes folles pour la cité. Mais on leur donnera. Donc, la cité, de fait, est effectivement excluante. Les métèques n'ont pas le droit de vote, ils ne peuvent pas aller à l'Assemblée, etc. Par contre, moi, ma perspective, de par ma formation en anthropologie historique au sein de ces murs, c'était d'envisager, eh bien, en termes de vie sociale, les étrangers, pour moi, ils ne pouvaient pas être que dans leur atelier à travailler, à faire du commerce, etc. Donc c'était d'essayer de voir s'il existait des lieux, des sources, des pratiques communes des étrangers et qui seraient communes aux citoyens, c'est-à-dire de constater quel est le degré d'intégration des citoyens dans le corps social, tout en tenant bien compte que, oui, ils n'ont pas le droit de vote et ils n'auront jamais le droit de vote à l'échelle de la cité. Et je dis bien à l'échelle de la cité. Donc, alors je ne suis pas le premier ni le seul à m'être intéressé à ce sujet. En parallèle quand j'étais en train de rédiger ma thèse, une historienne néerlandaise s'intéressait justement à la présence des étrangers dans les pratiques religieuses au 5e siècle, à l'échelle de la cité. Donc elle, c'était à l'échelle de la cité qu'elle s'intéressait. Et de voir que, eh bien, les étrangers, en fait, finalement, ont une place qui va être réglementée, mais dans certains cas, ils ont quand même une place. Par exemple, dans la célèbre procession des Panathénées, qui est représentée sur la frise, à moitié partagée aujourd'hui entre le British Museum et le musée de l'Acropole, eh bien, sur toute cette frise, il y a des individus dont on sait qu'ils sont métèques. À la fois des hommes et des jeunes filles. Et elles ont chacun une fonction, une place assignée. Donc, il y a quand même des moments où, quand la cité se représente comme un seul cortège uni, il y a des étrangers. Et donc moi, je voulais aller plus loin pour voir si, là, c'était pas uniquement à la place qu'on leur avait assignée, mais si les étrangers étaient capables de prendre une place, en fait, dans la vie sociale de la cité. Donc, de questionner la manière dont comment se créaient, finalement, les liens sociaux entre étrangers, et éventuellement avec des citoyens. Alors, pour ça, j'ai pris acquis sur les travaux de la micro-histoire, et notamment sur les travaux de Gérard Noiriel pour le 19e siècle. Alors évidemment avec mesure, puisqu'on ne peut pas, les historiens du 19e siècle, qui travaillent sur le 19e siècle, sur le 20e siècle, ont des fonds d'archives, voire d'histoire orale, qui font totalement défaut aux historiens de l'Antiquité. Mais l'idée, c'était de voir, en fait, quels pouvaient être les parcours possibles pour les étrangers à Athènes, quelle que soit leur dénomination, quelle que soit la manière dont ils sont nommés, et est-ce qu'il y avait des parcours qui étaient particuliers en fonction de certaines dénominations. Donc l'idée, voilà, c'était de voir des parcours possibles. Et donc ce livre, en fait, à partir des parties 2, 3 et 4, présente des parcours possibles et ne prétend pas du tout avoir entièrement écoulé le sujet. C'est dans certains corpus de sources, est-ce qu'on peut voir si voilà, les étrangers, les citoyens travaillent ensemble, ont des pratiques ensemble ou pas, dans quelles circonstances, pourquoi, comment, dans quel lieu, dans quel moment. Est-ce qu'il y a des moments quand même malgré tout d'exclusion radicale? Est-ce qu'il y a des lieux d'exclusion radicale? Ou au contraire, il y a des lieux qui sont fabriqués en commun? Et donc voilà, c'était l'idée de voir des parcours possibles, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres parcours qui sont possibles. Et donc voilà, c'était d'interroger finalement dans quelques dossiers ce que le sociologue Werner Landecker a appelé l'intensité des relations sociales, à savoir eh bien, dans quelle mesure les relations sociales entre étrangers ou entre étrangers et citoyens sont plus ou moins fortes selon les moments, selon les lieux. Donc,
L'idée, c'était aussi de travailler sur des sources qui étaient produites par les étrangers eux-mêmes. Parce que sur les études sur les étrangers jusque-là, très souvent, les documents utilisés n'étaient que les documents produits par la cité, les documents qui étaient éventuellement dans le cadre de procès, mais qui n'étaient pas la parole des étrangers, puisque dans les procès athéniens, dans la plupart des procès athéniens, les étrangers ne pouvaient pas parler eux-mêmes. Il y a un livre qui était sorti il y a une quinzaine d'années maintenant, de Saber Mansouri, qui dit Athènes vue par ses métèques, mais en réalité, les sources qui sont utilisées ne sont pas vraiment des sources produites par des métèques, à l'exception d'un discours de Lysias, un orateur de la fin du 5e siècle. Et donc moi, mon parti pris, c'était de voir, eh bien, est-ce qu'il y a d'autres sources qu'on peut utiliser pour voir des parcours possibles de métèques, sans faire forcément un panorama d'ensemble, mais voir des parcours possibles. Et j'en ai retenu 4 qui ont Et c'est pour ça que l'idée d'un parcours faisait que j'avais l'impression de pouvoir les traiter ensemble. Ces sources, elles sont de nature différente, mais aussi elles ont une dispersion chronologique, comme vous voyez, qui est différente. Donc j'ai d'abord toute la documentation archéologique, les stèles funéraires, les tombes, donc ça qui, pour le coup, parcourt le 5e, le 4e, le 3e et vont même jusqu'au 2e siècle. Donc ça, c'est des stèles qui sont produites par les familles des étrangers. Un étranger meurt, on a sa pierre tombale avec son nom, éventuellement de l'iconographie, éventuellement un poème, l'épigramme funéraire. Mais c'était aussi de voir dans d'autres dossiers, dans les écrits philosophiques, donc là je ne vous en parlerai pas trop aujourd'hui, mais il y a toute une partie en fait sur la place des philosophes à Athènes, parce que tous les grands philosophes, quasiment tous les grands philosophes athéniens que l'on connaît en réalité ne sont pas athéniens, ils sont étrangers. Aristote n'est pas athénien, il est de Stagyre en Macédoine. À titre d'exemple, mais à partir du 3e siècle, ça devient vraiment extrêmement important. L'école du lycée, par exemple, n'a pas de chef athénien avant le milieu du 3e siècle. Donc il y a certaines écoles en fait, qui sont fondées par des étrangers. Ensuite, j'utilisais notamment les documents épigraphiques infraciviques, donc ça je vais vous en parler un peu longuement après. Et ensuite, il y avait quand même des discours d'orateurs, parce qu'il y a quand même plusieurs orateurs dans ce qu'on appelle le canon des orateurs attiques, c'est-à-dire en fait les œuvres de 10 orateurs dont on a retenu les noms et dont on a conservé les œuvres, le plus célèbre étant souvent Démosthène ou Isocrate, mais il y en a quand même 2 qui ne sont pas athéniens, mais qu'on donne quand même comme image de la manière dont on écrivait à Athènes au 4e siècle. Donc là aussi, un petit parallèle. Donc voilà, l'idée c'était de voir des parcours possibles et de voir si du coup il y avait quand même des choses qu'on retrouvait dans chaque dossier. Est-ce qu'on pouvait ensuite donner un discours un peu plus général sur les étrangers? Ou est-ce qu'il y avait des pratiques qui vraiment étaient totalement différentes et étaient vraiment très ponctuelles? C'était ça mon défi, c'était de partir de dossiers très très différents pour voir si on retrouvait des pratiques communes et si on pouvait voir dans les relations sociales qui étaient présentées des points communs. Alors, pour ça, eh bien, je vous en ai donné d'abord, je pense par 2 exemples qui se trouvent dans le livre, en partant de documentation et en essayant de montrer aussi un peu comment j'ai fait moi pour retrouver des pratiques. Alors, on va partir d'une stèle que Sébastien connaît bien, qui est un relief votif, donc c'est un vœu. Religieux, d'accord, on a fait un vœu à une divinité qui a été retrouvé, qui date du milieu du 4e siècle et qui a été retrouvé à côté de l'Ilissos. L'Ilissos, c'est un petit cours d'eau qui coule, alors aujourd'hui qu'on ne voit plus, mais qui court au sud de l'acropole à Athènes. Et donc, au bord d'un cours d'eau, eh bien, qu'est-ce qu'on trouvait comme industrie? On trouvait notamment des blanchisseurs, et donc ici on a un relief de blanchisseurs. Les blanchisseurs ont consacré ce relief à la suite d'un vœu aux nymphes et à tous les dieux. Ensuite, on a le nom des blanchisseurs, donc Zoagoras, fils de Zokipros, Zokipros, fils de Zoagoras, Talos, Leucée, une femme, Socrates, fils de Polycrates, Apollophanes, fils de Porion, Sosistratos, Manem, Irinée, une autre femme, Sosias, Sosigénès et Midas. Alors, donc ces individus, moi ce qui m'intéressait ici, c'était de voir que donc ici, vous voyez dans les noms, souvent on a juste le prénom et parfois le patronyme. On n'a jamais ce qui serait le lieu d'origine. En fait, ce qui compte ici, c'est la dénomination comme blanchisseur. Collectivement, on s'appelle les blanchisseurs. D'accord ? Et c'est ça qui est intéressant ici, c'est dans ce contexte-là, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, dans ce contexte-là, la dénomination collective,
c'est pas une dénomination de la cité, c'est une dénomination, on va dire, professionnelle, technique, qui intéresse ce groupe ici. Dans ce groupe, moi ce qui m'intéressait, enfin ce pourquoi j'ai sélectionné ce document, parce que finalement rien ne peut dire directement qu'ils sont étrangers, puisqu'il n'y a pas de dénomination de leur cité d'origine, eh bien c'est que Zooagoras, fils de Zookypros, et Zookypros, fils de Zooagoras, ont tous les deux, donc c'est un père et un fils, ils ont tous les deux des noms qui sont chypriotes. Ce sont des noms qu'on ne retrouve nulle part ailleurs dans le monde grec qu'à Chypre. Donc, on peut dire, puisqu'il y a des études qui ont été menées, qui ont montré que les Athéniens avaient tendance à s'appeler toujours pareil, un stock de noms. Donc ces individus, ils sont étrangers, ou en tout cas, au premier regard de n'importe quel Athénien, ils vont être considérés comme des étrangers parce qu'ils ont des noms étrangers. Donc j'ai considéré que je pouvais les inclure dans mon corpus. Alors, par ailleurs, ici on voit qu'il y a des hommes et des femmes. Alors, comment on peut déterminer leur pratique à partir de ce relief? Donc vous voyez, les nymphes se trouvent tout en haut, avec le dieu Pan qui est à droite. Eh bien, en fait, ici, si on part du document, le document, il a été retrouvé dans un sanctuaire, donc la pierre, elle a été installée par le groupe dans un sanctuaire. D'accord ? Là, je vais remonter en fait le temps, partir du document pour voir comment on peut retrouver en fait des pratiques. Donc, il a été installé dans le sanctuaire, sans doute ensemble, et sans doute après négociation avec l'autorité du sanctuaire pour savoir où est-ce qu'on a installé cette stèle. Parce que quand on voulait installer une stèle dans un sanctuaire, on n'arrivait pas, et puis on posait sa stèle et on repartait. Il fallait quand même demander l'autorisation où est-ce qu'on pouvait la mettre. Le sanctuaire était organisé. Donc, s'ils l'ont installé, c'est que ces individus ont commandé la stèle. Ils se sont réunis avant et ils ont collecté des fonds pour faire graver cette stèle, choisir le texte, choisir le relief. Ce n'est pas des documents en série, puisque ce relief, on n'a pas d'autres exemples tel quel. D'accord ? Donc c'est pas, on va dans une boutique de stèles, et puis on dit, voilà, on prend celle-là. Non, il y a sur dessus, voilà, on a commandé une stèle en particulier, on a collecté le financement, et on a commandé à l'artiste et au graveur cette stèle. Pour la commander, eh bien, ça veut dire qu'on a constaté que le vœu qu'on avait fait était effectif, puisque la stèle, là, elle est en remerciement d'un vœu. D'accord ? Donc on a fait un vœu à la divinité, puis on s'est aperçu que le vœu avait été réalisé, donc on fait cette stèle pour remercier la divinité. Donc si on a constaté que le vœu était effectif, ça veut dire qu'on a fait le vœu, éventuellement des prières, éventuellement un banquet ensemble, et surtout avant, ça veut dire qu'on a décidé qu'on allait faire un vœu à la divinité, sans doute pour la bonne marche de l'activité professionnelle. Donc si on remet dans le bon sens, eh bien on s'aperçoit que derrière juste ce document, on peut remonter en fait une chaîne de pratiques qui va de la décision de faire un vœu, au vœu, à l'effectivité du vœu, à la stèle pour remercier, la commande, l'installation. Ça va ? Je vais pas trop vite. Donc, moi ce qui m'intéressait, c'est qu'en fait là-dedans, eh bien, il y a quantité de moments collectifs. On voit qu'il y a une réunion pour décider du vœu, il y a une procession, parce que c'est toujours ainsi qu'on fonctionne. On a constaté, vraisemblablement collectivement, que le vœu avait fonctionné, on se réunit, on envoie éventuellement un représentant, ou on y va tous ensemble, mais c'est difficile de savoir, et puis on l'installe après négociation. Donc ici, en fait, on arrive à remonter en fait, des pratiques collectives qui se font avec des étrangers, peut-être avec des citoyens, on ne peut pas le savoir, mais aussi entre hommes et femmes, il y a une mixité homme-femme. Donc ici, on voit qu'il y a finalement des réunions et des décisions qui sont prises en commun. C'est un collectif qui prend une décision, qui finance. Donc finalement, il y a sans doute dû avoir, même si ça n'a pas la forme évidemment d'une assemblée, une forme de vote, d'accord, de choix de la part des individus, de discussion. Pourquoi on fait le relief, on l'agence comme ça, pourquoi on met l'inscription au milieu, ce qui est rare, d'habitude les inscriptions sont plutôt en dessous. Donc ici, on voit que, eh bien, il y a des pratiques, une forme, certes minimale, mais une forme de pratique délibérative entre individus dont au moins certains sont étrangers. Et en plus, là, ici, qui sont mixtes. Alors, c'est pas mon propos, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut aussi noter, en termes de genre. Donc, voilà, ce que nous dit la stèle ici, c'est que dans le cadre d'un tout petit groupe, et moi, un des objectifs de mon livre, en fait, c'était pas d'étudier les étrangers à l'échelle de la cité, c'était de voir dans des groupes, dans ce qu'on va appeler l'infracivique, c'est-à-dire sous le niveau civique,
eh bien, est-ce qu'il y avait des pratiques d'étrangers qui étaient possibles à cette échelle infracivique, qui est de fait impossible à l'échelle de la cité. À l'échelle de la cité, les étrangers n'ont pas le droit de vote. Par contre, dans des petits groupes, on s'aperçoit là que c'est un peu plus compliqué que ça. D'accord ? Donc en fait, c'est par ici la dénomination collective qu'on va s'appeler, qu'on va se créer. Alors c'est un groupe qui est éphémère, c'est vrai. On n'a pas d'autres attestations de ce groupe de blanchisseurs exactement avec les mêmes noms. Et on sait dans d'autres endroits de l'Attique que voilà, on a des séries sur plusieurs années de dédicaces où il y a des noms qui reviennent. Donc c'est un même groupe, mais il n'y a pas toujours exactement les mêmes personnes dedans. Donc c'est des groupes éphémères, mais c'est des possibilités pour certains étrangers, à certains moments, dans certains endroits, dans certains contextes, eh bien, d'avoir des pratiques collectives qui sont au-delà en fait de leur dénomination civique. Elle n'est pas importante. Savoir d'où ils viennent, c'est pas important. Ce qui est important ici, c'est de savoir qu'ils sont blanchisseurs. Et c'est ça qui définit, c'est ça qui fait la pratique. Alors, on pourrait se dire, voilà, bah, ça c'est vraiment dans le cadre de micro-groupes, c'est dans le cadre de tout petits moments, etc. Et donc moi j'ai voulu voir si dans des groupes plus constitués, c'était aussi le cas. Et donc je suis allé voir, je suis allé étudier un corpus documentaire qui est assez important, qui est le corpus des Orgueillons de Bendis. Alors les Orgueillons de Bendis, c'est un groupe religieux qui est installé, on va dire l'antenne principale, puisqu'il y a plusieurs groupes, mais au départ il n'y en a qu'un seul, est installé au Pirée, qui est le port d'Athènes. C'est toujours le port là. Et donc il y a un sanctuaire à cette divinité qui s'appelle Bendis, qui est une divinité d'origine thrace, mais qui, quelque part dans les années 430, donc dans le deuxième tiers du 5e siècle, est intégrée au panthéon athénien. Donc les Grecs ont une pratique très plastique et très intégratrice de la religion, et ils acceptent régulièrement des divinités dans leur propre panthéon. Et c'est le cas à une date, alors on ne sait pas exactement pourquoi, mais il y a beaucoup de débats là-dessus, mais à une date, aux alentours des années 430, la divinité est intégrée, c'est-à-dire que la cité va financer des sacrifices, et donc elle participe au bien-être des habitants de la cité. Et donc, dans une sorte de ce qu'on pourrait appeler, de manière extrêmement anachronique, une sorte de délégation de service public, eh bien, la cité va confier, et c'est une première, à ces individus le soin de gérer le culte au quotidien et de mener la procession. Alors cette procession, elle est très connue, elle devait être extrêmement forte visuellement, puisqu'il y a certaines années, c'est la deuxième plus grande procession après les Panathénées dans la cité. Donc après la procession pour Athéna, la divinité Polyade, c'est la deuxième plus grande en termes d'animaux sacrifiés. On fait une hécatombe, c'est-à-dire que littéralement on tue 100 bœufs. Et elle devait être extrêmement forte visuellement, puisqu'elle se passait en partie de nuit, cette procession. On le sait parce que Socrate est émerveillé par cette procession dans l'ouverture de la République de Platon. L'ouverture de la République de Platon, c'est Socrate qui regarde passer cette procession. Alors, ces individus, ils ont donc donné, l'ensemble des groupes sur Bendis ont donné une quinzaine de documents qui sont répertoriés à la fin du livre, parce que j'en ai refait l'édition. Et ici, moi, ce qui m'intéresse pour aujourd'hui, eh bien, c'est de voir que dans tous ces documents qui sont pris par le groupe, eh bien, on peut voir qu'il y a trois grands types, alors je schématise parce que tout est un peu lié, mais trois grands types de thématiques qui sont abordées par le groupe lors de leur réunion qui est mensuelle. Alors tous les mois, ils se réunissent à la même date, on a les dates. Alors, d'abord, ils délibèrent de tout ce qui va concerner les affaires sacrées. Donc, de la même façon que dans la cité, quand il y a une assemblée des citoyens, on traite en premier des affaires sacrées, eh bien, on a un texte, numéro 5, qui nous dit que ces affaires sont traitées en premier, par le groupe. Donc, dès qu'il y a une assemblée, on commence d'abord par traiter ce qui concerne les affaires sacrées. Donc, ça va être l'organisation de sacrifices réguliers pour les particuliers, et la répartition des hieréosunas. Les hieréosunas, c'est ce qui reste du sacrifice. D'accord ? On peut faire ça. Ensuite, ça va être le fait de voter des sacrifices, d'organiser la procession annuelle, qui est donc une obligation confiée par la cité, et ensuite de dialoguer avec les magistrats civiques. Comme on organise une grande procession, on a besoin de dialoguer avec les magistrats de la cité pour l'organiser. Ensuite, on va traiter de ce que j'ai appelé les affaires internes à la communauté, c'est-à-dire tout ce qui va être les questions d'autonomie financière, puisque tous ces sacrifices, notamment toutes ces organisations, il faut bien les financer, il faut bien trouver de l'argent quelque part. Donc le groupe va trouver des moyens de dégager des ressources financières
va trouver des nouveaux moyens aussi, c'est souvent pour ça qu'on a les documents, ça va être par exemple de la location de terre. Dans le sanctuaire, on va louer une partie du terrain à quelqu'un. On ne sait pas exactement pourquoi, ça peut être peut-être pour de la culture, ou peut-être pour des réunions ponctuelles. Ça va être tout ce qui va être les amendes pour faute. D'accord ? Quand quelqu'un du groupe s'est mal comporté, on va lui mettre une amende. Et cette amende va être versée à la caisse de la communauté pour financer des sacrifices. Ça va être ce que j'ai appelé, je l'ai déjà un peu dit, l'optimisation des ressources financières du sanctuaire, donc comment on gère en fait la caisse. Et enfin, comment on accepte des nouveaux membres dans le groupe. Au début, de ce qu'on peut en voir, le groupe a un mode de recrutement qui est uniquement héréditaire. Et à un moment, à la fin du IVe siècle ou au début du IIIe siècle, le mode de changement passe à un changement où on peut adhérer en payant cotisation. Donc on voit qu'à un moment, on ne sait pas trop pourquoi, peut-être que le groupe n'a plus assez de membres, ou peut-être que le groupe manque d'argent. En tout cas, il s'ouvre à des individus plus larges. Alors, moi ce qui m'intéressait ici, c'est d'abord, et je ne l'ai pas dit, eh bien, ce groupe, donc, qui est confié à Bendis, la cité les appelle un groupe de traces. C'est aux traces, nous disent les textes, que donc les traces T-H-A-R-A-C-E, c'est des individus qui viennent donc de Thrace, qui est une région du nord de la Grèce, aujourd'hui de la Bulgarie actuelle. Et donc, la cité, quand elle va parler, elle va négocier avec ces individus, elle va toujours les appeler traces. Mais moi, ce que j'ai montré dans mon livre, c'est déjà que dans ce groupe, en réalité, il n'y a pas que des étrangers d'origine thrace. Il y a aussi des citoyens. Et des citoyens qui, dans le cadre de ce groupe, vont donc se faire appeler collectivement traces. Donc, en fait, eh bien, déjà, en termes de dénomination, on voit que selon les contextes, eh bien, il y a une appellation. Ce qui compte, c'est, comme les traces ont un privilège, celui de mener la procession, eh bien, en tant que traces, que groupe de traces, même s'il n'y a pas que des traces dedans, que vous suivez, eh bien, ce qui compte, c'est le privilège qu'on a donné à ce groupe de traces, même si à l'intérieur, il n'y a pas que des traces, il n'y a pas que il y a aussi des étrangers non traces, et il y a aussi des citoyens. Et tous ces individus ensemble, citoyens et étrangers, en fait, c'est pas important le statut, en fait, quand on est membre de ce groupe. C'est pas important de savoir si on est citoyen ou si on est étranger. Ce qui est important, c'est qu'on fait partie du groupe et que collectivement, on s'appelle trace. Et on se reconnaît comme tel. Et collectivement, eh bien, on va prendre des décisions. Donc tous les mois, il va y avoir une assemblée des membres qui va prendre des décisions sur des sujets aussi variés que les affaires sacrées, l'autonomie financière et tout ce qui va être les consignes et ordres donnés aux magistrats du groupe. Parce que le groupe va avoir un président, un trésorier, un secrétaire, etc. Qui vont rédiger les décrets, qui vont voter des honneurs, etc. Mais donc, en assemblée, et là on est vraiment contrairement au petit groupe où on pouvait éventuellement dire voilà, c'est un petit groupe, ici, ce groupe a des pratiques délibératives communes à des étrangers et à des citoyens sur près de 4 siècles. Puisque le premier document où on a l'attestation date de la fin du 5e siècle et le dernier document date du début du 1er siècle. Donc ici, on a véritablement un cas d'un parcours possible, d'un lieu possible pour des étrangers, eh bien d'avoir des pratiques communes, des relations sociales avec des citoyens, mais en plus de prendre des décisions délibératives, de voter, de prendre des décrets. Or ça, c'est pas possible à l'échelle de la cité, mais c'est possible à l'échelle infracivique. Donc ça veut dire qu'il y a des moments dans le mois, dans l'année, où on va avoir des pratiques communes. Alors évidemment, c'est impossible de retranscrire l'atmosphère, les débats de ces petites assemblées, évidemment, faute de sources. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, le temps de réunion était sans doute un moment de discussion, de débat. Par exemple, sur le mode de recrutement, on n'a sans doute pas ouvert simplement et facilement le mode de recrutement. D'accord ? On a été contraint par une contrainte que nous, on ne peut pas expliciter, mais qu'on constate. Et donc, voilà, on va discuter de textes, de décrets honorifiques. Et donc, on a véritablement une sociabilité fondée sur des activités communes et qui trouvent périodiquement leur traduction dans des décisions collectives que nous, on a retrouvées en quelques exemplaires, mais qui devaient être en réalité beaucoup plus nombreuses.
Donc ces décisions, elles amènent aussi à ces individus à se nommer, à proposer un terme collectif unificateur, les traces. Et de là vient peut-être aussi la variété des appellations qu'on constate, d'accord, d'une manière générale, dans tous ces petits groupes. C'est que la dénomination collective, elle est aussi le résultat d'un processus délibératif en commun. On s'appelait les blanchisseurs, là on va s'appeler les traces, ou les organes de Bendis, ou les thias de Bendis, parce qu'il y a un autre type de groupe qui est consacré à la même déesse. Mais là, je n'ai pas forcément le temps de parler là. Donc étudier les pratiques délibératives d'étrangers, ça permet de saisir comment se définissent les dénominations et les appartenances à des groupes variés, et plus largement en fait à la communauté des habitants de l'Attique. Puisque ici, comme on est dans le cadre d'un culte qui est un culte civique, eh bien les étrangers prient de belle manière la divinité pour qu'il y ait concorde avec la divinité, et ça au bénéfice d'eux-mêmes, mais aussi de toute la communauté des citoyens, de toute la communauté athénienne. Puisqu'il faut être en bon terme avec tous les dieux de la cité. Et ici, les dieux de la cité, eh bien, leur bien-être est confié à un groupe qui s'appelle Thrace, où il y a des citoyens, mais il y a aussi des étrangers. Donc, dans la vie quotidienne, eh bien, certains étrangers révèlent par leur dénomination, par leur parcours, par leur pratique, eh bien, des parcours possibles et offrent à l'historien et à l'historienne une lecture plus nuancée de l'intégration ou de l'exclusion des étrangers en Attique. Puisque ici, on le voit bien, eh bien, certes, je suis tout à fait d'accord avec l'historiographie anglo-saxonne, les étrangers sont des anti-citoyens dans le sens où ils sont exclus radicalement du processus délibératif et démocratique à l'échelle de la cité, mais par contre, quand on passe à l'échelle infra-civique, eh bien là, je ne suis plus du tout d'accord, puisque on voit qu'ils peuvent avoir des pratiques délibératives dans certains groupes et dans certains moments. Donc là, il y a vraiment une question d'échelle qui se joue sur la participation. Et donc c'est une participation à ce que Konieczny-Pantel appelait des formes de participation volontaire. Être citoyen et aller à l'Assemblée, c'est une forme de participation non volontaire, parce qu'on est citoyen par défaut. Ici, être membre du groupe, c'est une participation volontaire. On vient pour s'intégrer dans le groupe, soit parce qu'on l'est régulièrement, soit parce qu'on crée un groupe, soit parce que, à partir du moment où ici le mode de recrutement est ouvert, eh bien on va payer sa cotisation, qui est assez modique, hein, pour adhérer. Donc, du coup, cette analyse, elle permet de s'interroger aussi, voilà, plus généralement, et sur le primat de la dénomination assignée par la cité, puisque dans certains cadres, c'est pas important, la dénomination assignée par la cité. Qu'on soit citoyen, qu'on soit métèque, paroikoi, isotel, katoikountes, tout ce que j'ai cité tout à l'heure, c'est pas important. Ici, dans le cadre de petits groupes, ce qui est important, c'est la manière dont le groupe collectivement se nomme, et comment on se nomme. Un individu du groupe, là, va dire, dans un contexte cultuel, je suis Thrace. Et il va participer à la procession dans le premier groupe, parce que la procession, elle doit être menée par les Thraces. Et ensuite, nous dit Socrate dans la République de Platon, il y a plein d'autres individus qui vont à la suite, qui participent à la procession. Mais ceux qui se disent Thraces, ils ont le droit à une place d'honneur. Ils ont le droit d'être en tête de cortège. D'accord ? Et les historiens, notamment médiévistes, ont montré comment les processions, eh bien, enfin, la place dans la procession est extrêmement importante pour conditionner la place sociale, et la manière dont on est perçu socialement. Et donc je développe un peu cette question de la procession dans le livre. Et donc ici, on est vraiment dans la définition que j'ai choisie de l'intégration. L'intégration, c'est un processus par lequel un individu prend sa place en société. Et ici, on a vraiment, dans le cadre de ces groupes, qui sont quand même des gros groupes, le sanctuaire devait être assez important, parce qu'on peut en comprendre en termes de topographie, eh bien, ici, les individus qui prennent place dans ce groupe, ils prennent place aussi dans une partie de la société athénienne. Et donc c'est une forme d'intégration sociale, religieuse. Mais cette intégration, et c'est ce que j'ai essayé de montrer aussi dans le dernier chapitre, eh bien, elle peut aller plus loin, puisque ces individus vont aussi prendre, dans d'autres cas, alors ça ne va pas être exactement évidemment les mêmes étrangers, donc là je change de dossier, je prends un autre parcours possible, ils vont prendre place dans l'espace. Alors pour le sociologue Henri Lefebvre, je le cite, les rapports sociaux n'ont d'existence réelle que dans et par l'espace. Et donc mon pari, c'était de comprendre quelle était la place des étrangers dans l'espace de la cité athénienne. Alors,
j'avais un obstacle au départ, c'est que les étrangers n'ont pas le droit de posséder la terre en Attique. Donc, comment aménager l'espace à sa sauce, si je puis dire, si on ne peut pas posséder la terre? Alors, pour ça, eh bien, c'était de voir s'il y avait quand même des espaces où les étrangers pouvaient s'installer, même s'ils ne possédaient pas la terre. Alors, il y a des espaces dans la cité où les étrangers n'ont pas le droit d'aller. D'accord ? Ils n'ont pas le droit, par exemple, d'aller sur la Punix. La Punix, c'est le lieu où se tient l'assemblée. Donc, ils n'ont pas le droit d'y mettre une sandale, puisque c'est interdit formellement. Ils risquent l'exil, voire la mort, si ils y vont. Ils ont, à certaines périodes, notamment à partir des années 320, donc de la fin du IVe siècle, ils ont interdiction de mettre une dédicace sur l'acropole. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais avant c'est possible, à partir de là c'est plus possible. Par contre, le livre explore une principale possibilité, eh bien c'est la question des cimetières. Puisque, ici les historiens, les historiens du droit notamment, s'arrachent un petit peu les cheveux pour savoir quel est le statut de la terre dans les cimetières, puisque les étrangers ont produit quantité de stèles funéraires qu'on a retrouvées. D'accord ? On a une proportion qui est quand même assez importante de stèles funéraires retrouvées en Attique, qui sont des stèles funéraires d'étrangers. Alors, j'ai étudié, moi, dans le cadre de ce livre, un cimetière en particulier. Alors quand je dis cimetière, c'est pas cimetière au sens contemporain. D'accord ? Dans l'Antiquité grecque, il n'y a pas de lieu fermé avec des murs où on va installer les tombes, d'accord, comme nous on a aujourd'hui. Ça c'est quelque chose qui viendra beaucoup plus tard. Donc on va installer les stèles le long des routes à la sortie des villes. On ne peut pas, pour des raisons d'hygiène, à partir de l'époque classique, se faire enterrer dans une ville. Voilà. Mais ici on voit les portes de la cité, qui se trouvent ici, la porte du Dipylone et la porte sacrée, et puis des routes qui partent. Il y a 3 routes, une vers l'Académie, une vers Éleusis et une vers le port du Pirée. Et donc on a 3 routes et des stèles qui sont installées le long de ces 3 routes. Et ces stèles, eh bien, c'est le cimetière du Céramique, qu'on appelle, qui est toujours un site archéologique, ce que je vous montrerai là, si vous voulez voir en vrai, vous pouvez y aller, c'est un très beau site, il y a plein de tortues qui se baladent. Et donc ce qui m'intéressait, moi, c'était le petit carré que j'ai mis en rouge ici, un enclos funéraire. Donc un enclos funéraire, c'est un endroit assez massif, assez large, avec plusieurs stèles. L'enclos d'un individu qui vient d'Héraclée, les Héracléotes, et le numéro 2, l'enclos de citoyens, qui s'appelle Coroibos et sa famille, qui est une partie possède un grand architecte. Alors, ici, eh bien, vous voyez ici la reconstitution des façades des périboles de Coroibos et de Ménité. Donc ces 2 périboles sont quasiment l'un en face de l'autre. D'accord ? Donc quand visuellement vous marchez, il faut s'imaginer évidemment, du coup aujourd'hui c'est encore possible, moi c'est en fait comme ça que je m'en suis aperçu, quand vous marchez sur la voie des Tombes, c'est le nom de cette rue, eh bien en fait on s'aperçoit assez rapidement qu'il y a une forme de parallélisme dans la manière dont est construit ces 2 périboles. Puisque le matériau choisi notamment pour la façade est le même, vous voyez, c'est du conglomérat de brèche. L'assise de réglage en bas, c'est du calcaire. La hauteur est la même, la corniche est la même, et la longueur est quasiment la même, avec, à chaque fois, un pilier central. Sur la gauche, ce qu'on appelle un aiskos, c'est-à-dire une stèle funéraire avec un bas-relief et un fronton et des colonnes. Je crois qu'on revoit après plus précisément. Et la seule vraie différence, en réalité, elle se trouve avec la grande stèle qui est à droite pour les Héracléotes, et à côté, on a une stèle avec un vase qu'on appelle un outrophore qui est représenté. Donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir que ici, donc, le péribole de gauche s'installe en premier, sans doute dans les années 380. Les étrangers qui sont à droite s'installent après, dans les années 350. Et ils vont faire construire, de manière consciente ou non, un enclos funéraire qui en fait ressemble énormément à celui d'en face. Donc ils aménagent le paysage d'une manière en utilisant les codes qui sont des codes qui existent déjà. D'accord ? Et donc ils vont faire le choix de ne pas se différencier, et je dis bien le choix, vous allez comprendre pourquoi après, de ne pas se différencier des autres ateliers. Et on sait qu'il y a tout à fait possibilité de faire autrement et de se différencier. On a retrouvé
des périboles de citoyens comme des périboles d'étrangers qui sont complètement différents de ce qu'on connaît par ailleurs, qui sont vraiment des cas uniques. Donc ici, ils font le choix de s'intégrer dans le paysage, de se fondre dans le paysage, en s'installant de la même façon. Et en utilisant le même matériau, donc en fait, même visuellement, c'est-à-dire que quand vous passez, c'est la même pierre, donc c'est la même couleur, d'accord, à la même hauteur. Donc on a vraiment une proximité visuelle qui est très forte, qui est très marquante. Et ça dure jusque dans les années 338, donc en réalité assez peu de temps. Parce qu'en 338, Philippe II de Macédoine, le père d'Alexandre, se lance à la conquête des cités grecques et défait les cités grecques à Chéronée, on voit aussi. Au nord d'Athènes. Et les Athéniens paniquent et ont peur que Philippe II envahisse l'Attique. Et il décide, et ça c'est ce que nous dit, on sait ce que un des 10 orateurs dont je vous parlais tout à l'heure, Lycurgue, dans le Contre Léocrate, nous dit que en fait, on va construire une sorte de muraille de manière express avec tout ce qui nous tombe sous la main pour renforcer la défense de la cité. Et c'est ce que dit donc Lycurgue, pour la sauvegarde de la cité et du démos, donc du peuple, la terre elle-même donnait ses arbres, les morts leurs tombeaux et les temples leurs trophées d'armes. Donc en fait, on va arracher une partie des stèles funéraires, une partie des façades des périboles, pour construire de manière express une muraille. Et il se trouve que comme le céramique est devant les portes, on va reprendre beaucoup de ces stèles, on va les reprendre pour construire une deuxième muraille pour protéger la cité. Bon, ça ne servira à rien parce que Philippe II ne viendra jamais jusqu'à elle. Mais en 338, le paysage est complètement transformé. Donc ce que vous voyez là n'existe plus en 338. Par contre, en 338, après 338, le péribole de gauche, je ne sais plus si j'ai mis la photo, non. Le péribole de gauche n'a plus de pierre du tout. Et les stèles funéraires, elles sont toujours là, mais elles ont été renversées. Ou elles ont été remises après, on ne sait pas exactement, mais en tout cas elles sont plus là. À gauche, une partie des stèles, alors les stèles sont toujours là, et une partie de la façade a été détruite. Mais contrairement le péribole des citoyens ne va jamais être reconstruit. Donc aujourd'hui, si vous allez à Athènes, vous ne verrez, si vous allez au céramique, vous ne verrez pas les stèles, les pierres, etc. Tout est détruit. Par contre, le péribole des étrangers, lui, va être reconstruit et largement embelli. Puisqu'il n'y a plus de parallélisme en face, moi je pense que de manière assez consciente, les étrangers vont cette fois construire un péribole qui va être beaucoup plus riche et qui va témoigner en fait d'une aisance sociale. Donc on ne veut plus s'intégrer dans le paysage en faisant exactement comme ceux qui sont en face, on va s'intégrer en fait en faisant un tombeau beaucoup plus impressionnant. On va notamment relever tout, augmenter la hauteur du mur, on va élargir en s'installant un peu sur les périboles d'à côté, et on va, on le voit ici, donc la deuxième phase, mettre une façade de stuc coloré. Donc du stuc c'est de la poudre de marbre, donc ça coûte très cher, qui est toujours en place. Et ensuite on va peindre, donc on va vraiment plus avoir on voit le bas de la première façade, on voyait directement les pierres apparentes. À la deuxième façade, on ne voit plus les pierres. D'accord ? En fait, on voit directement un grand mur de couleurs, quasiment une fresque. Et donc, ici, on change complètement la manière dont on se montre aux autres. D'accord ? Et c'est important pour les stèles funéraires dans l'Antiquité, le côté se montrer aux autres. Parce que ce n'est pas le cas de celle-ci, mais on a quantité de stèles funéraires qui s'adressent aux passants. On a des petites épigrammes qui disent, voilà, passant, regarde ma stèle et regarde comment j'ai été quelqu'un de bien, etc. Donc, chez les Grecs, il y a une vraie idée que le passant regarde les stèles funéraires. Et ici, on est sur une des routes les plus empruntées pour venir du port du pied. D'accord, c'est la voie la plus rapide. Donc ici, on voit qu'il y a une auto-représentation de ces individus qui est particulièrement importante. À travers le péribole, la famille qui est propriétaire construit son image publique. D'accord ? Et ici, donc au début, on va se considérer comme, comme les autres habitants de l'Attique. On va utiliser les mêmes codes. Et puis petit à petit, on va se représenter d'une autre manière, d'une manière comme membre d'un groupe que Gabriela Marchiondi a appelé la bourgeoisie, à savoir des individus qui ont des moyens financiers. Alors c'est pas exactement le même terme que le bourgeois
aujourd'hui, mais voilà, qui montre en fait une aisance financière, que ce soit réel ou pas. On ne sait pas quelle était la situation financière, et on sait pour d'autres périodes historiques que les tombes les plus riches ne sont pas forcément celles des familles les plus riches. D'accord ? Je ne sais plus si c'est au Père-Lachaise ou au cimetière Montmartre, où la plus grande stèle, en fait, c'était une famille de bouchers à Paris. Donc, c'est pas les familles les plus riches de Paris. Mais on veut montrer, on met de l'argent, c'est de l'affichage social, on met de l'argent dans sa tombe. D'accord ? Donc ici, on ne peut pas savoir quel était le niveau financier. Ce qui est sûr, c'est qu'il devait être assez élevé pour qu'il puisse construire en l'espace de 20 ans 2 périboles, dont un avec voilà, de la poudre de marbre. Mais en tout cas, on voit bien que, eh bien, il y a une auto-représentation qui est très importante. Et surtout, les codes qu'on va utiliser pendant très longtemps dans l'historiographie, notamment en histoire de l'art, on a considéré que la manière de se représenter, c'était, on se représentait comme citoyen. D'accord ? Par exemple, on pouvait lire dans certains, je le cite dans l'ouvrage, dans certains ouvrages, y compris les ouvrages récents, que le fait que les individus aient une barbe sur leur stèle funéraire, eh bien, c'était forcément des citoyens. Sauf qu'en fait, on regarde, il y a des tonnes de stèles funéraires avec des individus barbus, c'est pas des citoyens, c'est des étrangers, c'est marqué au-dessus. Donc, moi, ce que j'ai essayé de montrer dans le livre, c'est que, eh bien, on prend sa place dans l'espace, on construit l'espace, et on va se représenter non pas comme un citoyen, mais comme des habitants de l'Attique, des habitants d'une communauté qui partagent des codes. Et parce qu'il y a toujours moyen de se faire des stèles funéraires qui étaient différentes. Donc, si on fait le choix de faire une représentation qui est commune à tout le monde, bah, c'est son propre choix. C'est-à-dire qu'on veut se représenter comme ça. Donc, voilà, on va se représenter à l'image de ce qu'on souhaite renvoyer aux autres, mais je pense aussi à l'image de la place qu'on occupe effectivement dans la société. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de posséder la terre, mais on peut aménager l'espace funéraire, pas tous les espaces, l'espace funéraire, et se représenter comme des individus qui vont partager des codes culturels, des codes iconographiques communs avec des citoyens. Alors, et puis on voit que ces stratégies, elles peuvent aussi évoluer sur le temps long. Puisque en 317, tous ces reliefs, comme vous voyez, tous les reliefs, notamment les deux Naïskoï qui se trouvent de part et d'autre, en 317, il y a une loi qui à Athènes interdit aux citoyens de se faire représenter sur les stèles funéraires de cette manière. D'accord ? En fait, c'est une loi qui interdit la pompe funéraire, c'est-à-dire le fait de mettre énormément d'argent dans les reliefs funéraires et dans l'oncle. Cette loi, elle ne s'applique que aux citoyens, mais en réalité, quasiment tout le monde va l'appliquer. Et moi, ce que j'ai essayé de comprendre, c'est de voir si, eh bien, est-ce que dans la manière dont le paysage funéraire s'organisait au IIIe siècle, après l'interdiction de cette loi par Démétrios la publication de cette loi par Démétrios de Phalère, eh bien, les étrangers et les citoyens trouvaient des stratégies pour, eh bien, quand même, façonner le paysage. Et j'en ai trouvé une juste à côté, le numéro 4 et 5 que vous voyez sur le plan ici. Je suis dans le bon sens. Eh bien, donc, à la place de ces grands reliefs, on va avoir le droit uniquement de faire des petites colonnettes funéraires. Et donc, des colonnettes qu'on a retrouvées en nombre incalculable. Si vous allez à peu près sur n'importe quel site en Attique, vous aurez forcément dans un coin mis, parce que ça n'intéresse pas trop, c'est vrai que visuellement c'est moins joli qu'un beau relief, donc on l'a retrouvé énormément. Et ici, on voit que, eh bien, donc la petite colonnette que vous avez à droite, c'est la colonnette d'une femme qui s'appelle Dorcas, et elle va s'installer en fait sur un paysage qui a été abandonné, enfin sur un péribole qui a été abandonné. On le voit parce que, si vous regardez le plan archéologique, elle s'installe sur le mur parce que la rue qui passait là a été comblée en 338 au moment de l'invasion de Philippe. Elle va s'installer sur le mur, juste à côté d'un très grand relief, qui est le relief dit de Démétria et Pamphilée, qui est au musée aujourd'hui. Et donc, moi, mon interprétation, c'est que ces colonnettes, elles vont s'installer, non pas à l'endroit le plus simple, mais ici, là, sur un mur, donc sur un substrat qui est plus compliqué à façonner, parce qu'ils vont vouloir s'installer à côté des reliefs pour, d'une certaine manière, capter les représentations, les valeurs qui sont attachées à ces représentations. Puisqu'on ne peut plus construire de relief, on va s'installer à côté de l'existant pour, eh bien, quand quelqu'un passe,
et voit la stèle funéraire, eh bien, elle va associer la colonnette funéraire au relief qui est à côté, même si c'est plus la même famille. D'accord ? Donc en fait, il y a un paysage hérité qu'on va retravailler, y compris en étant étranger ici, en s'installant à côté de tombes qui sont peut-être des tombes de citoyens, pour justement, eh bien, puisqu'on n'a plus le droit de faire des reliefs, eh bien, on va s'installer à côté pour être immédiatement visible et dans le voisinage visuel de ce Naïskos. Et puis, on va trouver d'autres techniques aussi pour montrer qu'on a de l'argent. Puisque ici, vous le voyez, la colonnette, elle est sur un socle, on voit plus ou moins bien. Et ce socle, c'est pareil, il va être construit avec, notamment, on va mettre tout autour de la colonnette. Alors, on ne voit pas là sur la photo, mais c'est plus visible aujourd'hui. Un stuc aussi, là encore en marbre. Donc, on ne peut pas décorer la colonne, mais on va mettre du marbre tout autour. Donc, on va quand même trouver des moyens de s'installer. Donc, d'une certaine manière, eh bien, on se réapproprie des paysages qui sont faits pour durer et qui durent, puisque toutes ces stèles que je vous montre céramique a le grand avantage pour l'archéologue et l'historien, eh bien, d'avoir été retrouvées telles quelles à partir du 19e siècle. D'accord ? En fait, les stèles ont même été retrouvées droites. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si vous y allez, en fait, le niveau du sol dans l'Antiquité est presque, je pense, bien 6-7 mètres en dessous du niveau actuel de la ville. Donc elles ont été retrouvées très droites alors qu'elles font plus de 3 mètres de hauteur. Mais donc, d'une certaine manière, ici, Dorcas, elle détourne, elle récupère à son profit une construction plus ancienne, dans un contexte où on n'affiche plus de grands reliefs, et donc elle s'inscrit dans un espace mémorialisé, qu'elle va réutiliser. Et donc, on continue à modeler le paysage, alors même que, évidemment, on a des moyens plus limités qu'avant, puisqu'on ne peut plus construire de grands reliefs. Et donc, voilà, les paysages ils sont construits pour durer, ils conservent une charge symbolique après même la fin de la famine, et que certains vont se réapproprier et vont juger digne d'être réutilisés eh bien, en s'adoptant évidemment à la topographique, mais en s'installant, je pense, en toute connaissance des enjeux symboliques. Alors, pour terminer, ces configurations, ces parcours possibles, ces espaces possibles qu'on aménage, eh bien, ils mettent aussi en valeur, et c'est ce que j'essaie de montrer, eh bien, une chronologie qui est décalée par rapport à la chronologie institutionnelle ou à la grande histoire, puisque souvent on dit voilà, la période classique elle s'arrête avec les conquêtes d'Alexandre et tout change dans les cités. D'accord ? Pendant très longtemps on a pensé que la cité était morte à Chéronée en 338. Alors évidemment on est revenu largement là-dessus, mais c'est une idée qui est quand même récurrente qu'on retrouve. Moi ce que j'essaie de montrer c'est qu'en fait les pratiques sociales elles s'affranchissent totalement en fait on dit voilà on passe de la période classique à la période hellénistique. Bon, en fait, dans les pratiques des étrangers, dans les pratiques délibératives, dans les pratiques mémorielles, il n'y a pas de rupture à la fin du IVe siècle. D'ailleurs, pendant très longtemps, on a même aussi pensé que dans les pratiques juridiques, ça changeait, que le terme de métèque disparaissait à la fin du IVe siècle. Et a été publié en 2020 un texte du milieu du IIIe siècle où les métèques sont nommés. Donc ça veut dire que le statut de métèque n'a pas disparu non plus. Donc, du coup, voilà, l'intérêt, je pense, d'étudier les pratiques sociales, les pratiques communes, c'est aussi voilà, de remettre en cause un certain nombre de présupposés que les historiens ont sur le découpage du temps, et ici, qui en tout cas pour les étrangers et pour les pratiques des étrangers et des citoyens, à l'échelle infracivique, n'est tout simplement pas valable. D'accord ? Il y a des choses qui changent dans la cité, je ne dis pas du tout le contraire, hein. Ce découpage il est quand même fondé sur quelque chose de précis, sur la naissance des royautés, etc., qui a des influences dans la cité, mais malgré tout, sur un certain nombre de pratiques, eh bien, on peut voir qu'il n'y a pas de différence dans les pratiques entre les citoyens et les étrangers. À Athènes, sans doute que les pratiques changent véritablement les rapports entre citoyens et étrangers à l'échelle de la cité changent véritablement à partir du IIe siècle, et c'est pour ça que moi j'ai décidé d'arrêter mon étude au IIIe siècle. Donc, on voit que voilà, il y a en étudiant des pratiques, en étudiant des dossiers, et je pense qu'il y a d'autres dossiers. Moi, à l'origine, dans ma thèse, j'avais décidé de faire 8 chapitres, et donc évidemment, je n'ai pas du tout le temps de faire ça, j'en ai fait que 4. Mais donc, il y a, je pense, d'autres dossiers encore où on voit que, eh bien, les étrangers, on pourrait voir que les étrangers ont des pratiques communes, ont des degrés d'intégration qui sont variés, mais qui sont bien présents au sein d'un corps social, en fait, où ce qui est parfois le plus important, c'est d'habiter le même territoire et pas du tout de savoir d'où nous-mêmes, nos parents, nos grands-parents viennent.
C'est ce qu'on y fait au quotidien. Et c'est ça que j'ai essayé de montrer dans ce livre. Que finalement, voilà, cette intégration, on la voit dans des groupes, on la voit le long des routes, on la voit un peu partout, mais on la voit pas partout non plus. Et ça, c'est quand même quelque chose auquel, oui, il faut malgré tout rappeler, c'est qu'il y a quand même effectivement des lieux de l'exclusion. Mais il y a aussi des manières de s'inclure dans un corps civique. Ça ne veut pas dire du coup qu'on l'est tout le temps, mais que c'est des parcours qui sont possibles et qui s'offrent à l'historien quand on décide de passer à d'autres niveaux, à une échelle plus basse, et que on se dit aussi que voilà, c'est plus difficile de monter en généralité que si on prend évidemment tous les discours des orateurs, tous les documents de la cité, parce qu'il y a moins de documents. Mais au final, dans tous ces dossiers, il y a quand même des choses qu'on retrouve à chaque fois et qui, moi, me permettent de dire que, oui, d'une certaine manière, les étrangers étaient quand même bien intégrés au sein de la cité athénienne. Je vous remercie. Bien, merci Romain pour cette présentation très riche. Je vais passer maintenant peut-être la parole à la salle si vous avez des questions sur ce qui a été dit, des demandes de précision. Oui. Quand vous avez parlé merci pour la présentation déjà. Quand vous avez parlé des enchaînements de d'indices, est-ce que vous pourriez préciser la typologie du documentaire pour les sources qui sont disponibles autour du corpus? C'est quasiment exclusivement des sources épigraphiques. C'est un dossier de 15 inscriptions, donc elles sont toutes. Elles n'avaient jamais été réunies, donc à la fin du livre, il y a une grande annexe épigraphique en fait, avec tous les textes qui sont commentés, et auxquels on peut ajouter voilà, le début de la République de Platon, qui décrit rapidement, mais qui décrit quand même, qui nous aide en fait notamment à commenter les documents épigraphiques, un petit peu la procession. Et il y a un décret extrêmement lacunaire et extrêmement compliqué à interpréter de la cité. Comme c'est pas un document produit par les Orguillons, j'ai décidé de ne pas l'inclure dans le... Mais qui traite, voilà, qui nous apprend que vraisemblablement la cité a demandé à l'oracle de Dodone son avis sur quelque chose, et donc la question est de savoir, c'est sans doute son avis sur la prêtrise. Il est question de femme trace à un moment, mais alors est-ce qu'elle a demandé son avis sur la question de la prêtrise? Est-ce qu'il faudra prendre parmi les femmes traces? Mais le texte est vraiment extrêmement lacunaire. Ce qui est sûr, c'est que voilà, ensuite c'est pas quelque chose d'extrêmement original, mais on a été demandé à l'oracle. Alors on n'a pas été à Delphes, parce qu'à cette période-là, à ce moment, Delphes n'est pas accessible aux Athéniens. Donc on va plus loin, on va demander à Dodone, qui se trouve au Épire, au large de Corfou, en face de Corfou plutôt, actuellement. On va demander du coup son avis à la divinité. Ok, merci. J'avais une question, et c'est pour ça, est-ce que dans ton travail, tu as été amené du coup à comparer avec les autres cités du monde grec, et du coup, est-ce qu'on peut dire, est-ce que les Athéniens sont plus intégrateurs ou moins intégrateurs que les cités? C'est peut-être pas possible de le dire, je sais pas. Mais... Alors, moi j'ai pas fait la comparaison, il y a eu quand même quelques études sur les étrangers dans d'autres cités grecques, mais alors, on a beaucoup fait, c'est sur des corpus qui sont plus tardifs, notamment pour Rhodes, ça va être beaucoup de choses qui à partir du IIIe siècle, or notamment au 3e, 2e siècle, sauf qu'à Athènes par exemple, la condition des étrangers change vraiment radicalement au début du 2e siècle. Mais par exemple le terme de métèque n'est pas inconnu dans d'autres cités. Dans d'autres cités on le retrouve, mais on s'aperçoit qu'il ne désigne pas exactement la même chose que à Athènes. Puisqu'on va avoir, il y a des statuts pour les étrangers, il y a des cités où il y a d'autres statuts qui existent. Par exemple le terme de paroikoi dont je vous ai parlé, à partir du IIIe siècle, on le retrouve dans pas mal d'autres cités d'Asie mineure, mais où il désigne en fait des populations autochtones. Et nous pour le coup on sait que c'est des soldats garnisaires en fait. C'est pas du tout la même chose. On a d'autres cités où, je crois que c'est Rhodes, où par exemple, donc à Athènes, pour être citoyen, il faut être né de père et de mère athéniens à partir de 451, et ensuite sinon on est bâtard, on n'a pas de droit, mais on sait que dans d'autres cités, ceux qui sont de mère étrangère ou de père étranger peuvent avoir un certain nombre de droits, donc du coup ils sont à la fois étrangers et ils sont un peu au milieu, quoi. Mais du coup, moi j'ai pas
traité autant de dossiers, mais sur la question des associations, notamment pour Rhodes, à partir du IIIe siècle, ça a été un petit peu traité, et on retrouve des éléments de phénomènes associatifs, un petit peu du même ordre en fait, que là les arguments de Denis. Mais c'est vrai qu'on n'a pas autant de sources que, surtout pour la période classique. Ensuite, avec l'hellénistique, les choses changent, parce qu'à Délos, il va y avoir énormément d'associations d'étrangers, etc. Là, on est très très bien documenté, mais pour la période classique, c'est assez compliqué hors d'Athènes. Merci. Oui. À propos de la dénomination de métèque, il me semble avoir vu quelque part, mais je n'en suis plus très sûr, que c'était une dénomination en particulier, ça désignait en particulier des étrangers qui étaient en lien avec le commerce et avec la douane en particulier. Est-ce que ça vous dit quelque chose Alors, en fait là on a justement dans ce que vous avez dû lire, du coup, l'effet des deux historiographies dont je vous parlais tout à l'heure, qui ont été de considérer finalement l'étranger uniquement comme un commerçant exclu. En fait, le terme de métèque il s'applique dans les sources qu'on a, on a vraiment des sources très très variées. Donc on a des sources, on a effectivement notamment, on a une suite de textes sur lesquels s'appuient souvent ces travaux-là, qui est des actes d'affranchissement, donc en fait des esclaves qui sont affranchis, donc quand ils sont affranchis ils deviennent métèques, et du coup il y a l'appellation, il y a la manière de les nommer, en fait on va les nommer en disant habitant dans le dème de, un tel habitant dans le dème, n oikon n, enfin oikon n est le nom du dème, et donc ça Wilamowitz, vous avez parlé au XIXe siècle, lui appelle ça le démotique du métèque, c'est-à-dire le nom du dème, qui est le démotique, c'est comme ça qu'un athénien s'appelle, qui serait spécifique au métèque. Et du coup, en fait, ce démotique du métèque, on le retrouve de fait pas mal dans des actes d'affranchissement, dans des ventes aux enchères aussi, d'individus, notamment d'esclaves, mais dans les propriétaires, donc du coup il y a leur nom de métèque, mais à chaque fois c'est des documents qui sont produits par la cité, et on le retrouve quand même aussi dans des textes où ça ne concerne pour le coup pas que des commerçants, notamment dans les textes de Lysias. Alors, le père de Lysias était artisan, mais possédait une fermerie du bouclier, mais en fait en 403, donc en 403 il y a une tyrannie qui est instaurée à Athènes, la tyrannie des 30, et qui va pourchasser les métèques riches pour récupérer leur argent. Et donc là, c'est tous les métèques riches. Et du coup, le terme métèque apparaît tel quel et n'est pas du tout, désigne pas du tout les commerçants. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de sources où il devait, c'est pas faux, il devait y avoir pas mal d'étrangers qui étaient artisans, commerçants, etc. Mais en même temps, il y a aussi plein de citoyens qui l'étaient. Et il y avait aussi des étrangers, on a chez les philosophes, on a quantité de philosophes qui sont étrangers et ça c'est. Alors du coup j'ai pas parlé du chapitre des philosophes, mais c'est vrai que pour le coup pendant très longtemps, quand vous lisez un livre sur les étrangers, notamment par exemple le plus célèbre c'est celui de Marie-Françoise Basselet sur les étrangers dans la Grèce antique, en fait le seul qui a parlé des étrangers comme des philosophes, c'est Michel Clerc en 1893. Ensuite, ils ne sont jamais présentés comme des étrangers. Alors pourtant, même Zénon par ailleurs refuse et à ce moment il a refusé la citoyenneté athénienne parce qu'il tient à son origine en fait. Il tient à sa citoyenneté d'origine, même s'il ne remet jamais les pieds à Kition en Phénicie de toute sa vie. Mais du coup, donc, il se revendique vraiment, j'en parle dans le livre, comme l'étranger. Mais là du coup c'est effectivement pas une activité commerçante et en fait toute une partie de l'océanographie a complètement occulté ce biais. Alors que pour le coup, Clerc, qui a un peu lancé l'historiographie sur cette question, évoquait les philosophes dans sa typologie. Alors c'était une typologie avec les mots du 19e, il y avait les banquiers, il y avait les capitalistes, etc. Mais il évoquait les philosophes. Et ensuite ça a été complètement mis à part. Mais du coup le terme métèque désigne beaucoup plus largement tout individu. En fait la définition que je vous ai mise au début, celle d'Aristophane de Byzance, elle a le grand avantage d'être une définition quasi, alors c'est une définition générale, mais qui est quasi contemporaine, puisque c'est une définition du IIIe siècle avant, à une époque où le statut de métèque à Athènes existe encore. Un métèque est quelqu'un qui vient de l'étranger et vit dans la cité,
Enoike Tenpole, qui acquitte une taxe, telos telon, en vue de certains besoins déterminés par la cité. Pendant un certain nombre de jours, donc on sait par ailleurs qu'à Athènes c'est un mois, il est appelé par Épidémos et ne paye pas de taxes, mais s'il dépasse un certain délai fixé, il devient métèque et est soumis aux taxes. Donc ça c'est la définition générale du métèque la plus ancienne qu'on ait et la plus claire en fait en réalité. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, moi j'avais aussi. Un peu, vous avez parlé de la barbe comme Oui. signe distinctif pour représenter un citoyen. Du coup, je pensais que c'était plus pour symboliser le passage de l'histoire à l'âge de 20 à 30 ans. Mais du coup, est-ce que vous avez d'autres exemples justement de signes distinctifs qu'on a sur les stèles, les vases ou d'autres exemples comme ça? Alors, effectivement, en fait, alors je sais, j'en ai pas mis dans le PowerPoint, mais on va vraiment pas très bien ici. Bon. En fait, sur les stèles funéraires, alors la barbe, c'est effectivement c'est lié à l'âge, ce que vous dites, c'est tout à fait juste. Et puis, la manière dont ils sont représentés très fréquemment, c'est avec un manteau ce qu'on appelle un imation, c'est une grande pièce de drap qu'on va nouer autour du corps, sur les stèles funéraires ou sur les vases, on retrouve ça très fréquemment, et qui laisse le bras droit et l'épaule droite libre. C'est ce qu'on a, alors du coup là je suis désolé, on ne voit pas bien, mais pour le coup dans le livre, vous pouvez regarder après, il y a quantité d'exemples qui sont évoqués. Donc ça c'est un premier signe, mais du coup pour moi c'est un signe d'habitant de l'Attique et c'est pas un signe de citoyen. Mais pendant très longtemps ce manteau a été aussi considéré, comme vraiment le manteau du citoyen. Et c'est vrai que les citoyens, en tout cas chez Aristophane, eh bien, on dit qu'ils n'ont qu'un seul manteau qui est l'imation. Mais en fait, apparemment les étrangers avaient aussi... Et puis ça donne du crédit aussi à un texte qui est anti-métèque, enfin anti-étranger et anti-esclave, qu'on appelle du vieil oligarque ou du pseudo-Xénophon, qui dit que voilà, dans la cité, en fait, c'est plus possible de frapper librement un étranger, un esclave, parce qu'on n'arrive plus à les reconnaître. Et on peut se tromper, on peut frapper un citoyen. Donc pendant très longtemps, on a dit que c'était provocateur, mais en fait, moi, je pense qu'il faut prendre au premier degré. C'est-à-dire que oui, effectivement, il se plaint qu'on n'arrive plus à distinguer les gens. Donc voilà, en fait, finalement, dans l'iconographie, notamment sur vase, la seule chose qui pourrait... Alors sur vase, on considère que quelqu'un qui a un bâton, c'est un citoyen. Mais sur les stèles funéraires, jusqu'à très récemment, et donc c'est pour ça que c'est pas dans le livre, j'avais pas croisé de stèles funéraires avec des individus avec des bâtons. Et je suis tombé un peu plus tard que la semaine dernière sur une stèle funéraire avec un individu avec bâton, et donc j'avais jamais rien lu, donc je pense qu'en fait ça n'a pas été traité sur la question de savoir si ces stèles funéraires sont systématiquement ou non des stèles de citoyens. Ce qui pourrait d'ailleurs remettre au passage l'interprétation qu'on donne sur les vases, puisque si jamais c'est aussi des étrangers. Donc il n'y a pas vraiment de signe distinctif d'un citoyen, à part peut-être, donc le bâton en tout cas c'est aujourd'hui pensé comme tel. Et pendant longtemps on pensait que c'était aussi la barbe et aussi le manteau, etc. Et moi j'ai essayé de montrer dans le livre que non, c'est pas vrai. Parce que les Athéniens, notamment les citoyens, je vous ai dit, ils sont très jaloux de leurs privilèges. Ils refusent que tout... Enfin, il y a très peu de cas de naturalisation. Et donc s'ils avaient voulu interdire aux étrangers de se représenter comme ça, ils l'auraient fait. Et il y aurait eu largement un marché pour créer d'autres stèles. Et parfois d'ailleurs les citoyens ne se représentent pas comme ça, parfois les étrangers notamment les Phéniciens se représentent un peu différemment sur les stèles funéraires. Mais du coup, ça veut dire que si ces étrangers-là peuvent le faire, c'est que c'était pas interdit. Et du coup, que ce qu'on considérait comme des signes distinctifs de citoyens, pour moi, c'est plutôt des signes distinctifs d'habitants de l'Attique. C'est comme ça que je les ai nommés. Donc d'individus qui vivent sur un territoire et qui partagent des valeurs communes. Peut-être le bateau pour les citoyens. Mais du coup, je suis de plus en plus circonspect sur ce même bateau. Parce que là, en l'occurrence, la tombe dont tu parles, c'est en étranger en fait. Alors, en fait, c'était dans un musée, il n'y avait pas de cartel. Et l'inscription était vraiment très peu lisible. Donc, du coup, je me suis juste dit, tiens, il faudrait que je regarde. Mais j'avais quand même lu
pendant ma thèse énormément de choses sur ces stèles funéraires, et je n'ai aucun souvenir d'avoir lu quelque chose sur le bateau. Donc ça m'intrigue. Ce sera pour la deuxième édition. Alors moi j'aurais aussi des questions. Tu as évoqué à un moment donné la question des barbares justement, mais dans la présentation que tu as faite au début de tout le vocabulaire, on a l'impression qu'on n'a pas cette distinction entre barbares ou grecs d'autres cités en fait. Ou est-ce qu'il y a quand même des éléments de distinction entre les Thraces ou par exemple, qui sont des barbares, et les Grecs de cité où simplement on les nomme par des ethniques type Thrace ou de telle ou telle cité. Bah, c'est vrai qu'une des questions que je m'étais posée au début, et que je pose au début du livre, c'était de voir si est-ce qu'il y avait des différences dans les pratiques entre des Grecs qui seraient, enfin des étrangers qui seraient originaires de cités grecques et des étrangers qui seraient originaires de cités barbares, qui ne parlaient pas grec. Et donc c'est pour ça qu'en fait, il y a beaucoup de passages du livre où je parle des Thraces et des Héracléotes, parce qu'en fait, à l'origine de mon projet de thèse, en fait, c'était deux groupes témoins sur lesquels je voulais travailler que sur eux. Alors en fait, j'ai fini par voir que j'avais pas assez de documentation, mais bon, du coup, ils reviennent assez fréquemment quand même. Et bien, en fait, dans les stèles funéraires, par exemple, ou dans les pratiques délibératives, il n'y a pas de différence en fait entre les Grecs et les barbares. C'est-à-dire que, quelle que soit la région de laquelle vous venez, eh bien, c'est pas foncièrement un problème. Alors il y a des fois où ça va être rappelé. Par exemple, c'est une anecdote un peu drôle sur la partie sur les philosophes. Donc c'est Zénon, qui est donc le fondateur du Zénon c'est Zénon. Donc Zénon, fondateur de la Stoa, donc des stoïciens, eh bien, il y a une anecdote, alors est-ce qu'elle est véridique ou pas, je ne peux pas le savoir, qui rapporte qu'il va au marché et du coup il achète quelque chose et la femme du peuple lui répond elle lui répond qu'il est étranger, elle remarque qu'il est étranger. Et il se vexe. Pourquoi il se vexe? Parce qu'il considère qu'il parle extrêmement bien le grec, qui n'est pas sa langue maternelle, après tout il est quand même philosophe, et en fait, c'est ce que Bourdieu a appelé l'hypercorrection des outsiders, c'est en fait il parle trop bien grec. Donc pour une personne du peuple, en fait il s'est bien intégré par la langue, puisque dans les cercles philosophiques il parle extrêmement bien, c'est un philosophe extrêmement respecté auprès des Athéniens, donc dans un certain cercle social il s'est bien intégré. Mais par rapport à une femme du peuple, qui elle, tous les Grecs ils ont tous un petit accent, eh bien en fait il n'a pas l'accent attique, il parle le grec littéraire finalement. Et donc, c'est un barbare, parce que sa langue maternelle, c'est le phénicien. Et c'est un barbare à la tête d'une des plus grandes écoles philosophiques athéniennes à cette époque, et celle qui va avoir la plus grande postérité dans l'Antiquité. Mais en même temps, voilà, pour un Athénien du peuple, bah, ça reste un étranger parce qu'il parle trop bien. Et il s'en vexe, parce que du coup... Et donc c'est là aussi que du coup, le contexte compte. C'est-à-dire que dans certains contextes, on va être bien intégré. Pas de problème dans les cercles philosophiques, aisés, etc. On parle très bien grec, il n'y a pas de problème. Par contre, quand on va au marché, on se fait repérer tout de suite. Donc voilà, du coup, il y a quand même quelques rares moments où ne pas parler grec, être un barbare se voit, mais moi dans mes sources, ça m'a quand même étonné que globalement ce soit très rare. Et notamment sur les stèles funéraires, par exemple, voilà, on a des traces, qui sont représentés avec exactement les mêmes codes qu'un citoyen. C'est pour ça que du coup les codes ne peuvent pas être les codes des citoyens. Donc finalement cet élément barbare, il est présent parce que sur les stèles funéraires, il y aura toujours le nom qui désigne l'origine barbare, mais il est finalement très peu présent quand on a à l'esprit, surtout quand on a à l'esprit cette construction idéologique que les Athéniens vont faire dans un autre contexte, qui est le contexte civique, pour se différencier des Perses, etc. Donc, mais voilà, on a comme ça, finalement, dans ces petits groupes, assez peu d'éléments barbares, et puis ça questionne aussi, du coup, même la cité, puisque la cité nous construit tout un discours sur les barbares, de rejet des barbares, mais par exemple, elle confie aux Thraces, qui sont censés être des barbares, la gestion d'un culte civique. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas si infréquentables que ça. Et ils sont capables d'avoir des pratiques qui sont finalement conformes à la manière de prier la divinité.
facile à répondre. Tout à fait. Il y a aussi une autre problématique, c'est la question entre les esclaves et les personnes libres. J'ai l'impression que tu parles surtout parce qu'effectivement, à travers les sources épigraphiques, c'est surtout des libres a priori ou peut-être des affranchis. Peut-être ça reste plus effectivement aux étrangers libres qu'aux étrangers esclaves finalement. Alors c'est une énorme question que moi j'ai décidé d'une certaine manière d'évacuer. Donc je dis dans l'introduction de l'ouvrage que je parle des étrangers libres, effectivement. Ensuite, il y a quantité de documents où il est impossible de savoir si on a des étrangers libres ou des esclaves, voire même parfois des citoyens. Si on reprend les nymphes, La stèle des blanchisseurs, certains individus portent des noms qu'on attribue souvent typiquement à des esclaves. C'est le cas par exemple de Manès, de Midas. Midas. Mais en réalité, quand je me suis un peu plongé dans cette question, il y a quantité de documents où les historiens, alors c'est sûr que c'est un vrai débat, une vraie question, parce qu'un individu n'est nommé que par son prénom, il serait esclave. C'est un raisonnement qu'on trouve dans quantité d'interprétations de documents. En réalité, moi, comme je considère que la dénomination diffère selon le lieu, selon le moment, eh bien, je pense qu'en fait, il y a plein de cas où c'est difficile de dire qu'un tel est forcément esclave. Est-ce que là, on a des esclaves? Peut-être. Mais en fait, l'affirmer, c'est aussi peu finalement convaincant que d'affirmer qu'ils sont libres ou ils sont citoyens. En fait, c'est pas possible de le savoir. Et du coup, on a construit beaucoup de discours sur la dénomination des esclaves qui, à mon sens, en réalité, sont faux. Parce que, c'est pas parce qu'ils sont faux, c'est qu'ils vont très loin. On ne peut pas le démontrer. Et moi, je pense que les stèles funéraires, là, m'ont beaucoup servi à réfléchir à ça, puisque j'ai des stèles funéraires où, notamment, j'ai une famille. Donc la famille est représentée avec donc c'est un ice coast, donc c'est voilà, un grand relief, où la famille est représentée, il y a 3 personnages, il y a le père, la mère et la fille, et la gravure des noms est faite pas de manière harmonieuse sur l'architrave au-dessus, elle est faite pile au-dessus des têtes des personnages représentés. Donc ça veut dire que le graveur a décidé que telle personne représentait un tel, telle personne représentait un tel. Et la fille porte un nom servile alors que les parents n'en portent pas. La fille s'appelle Traïta. Et Traïta, on considère d'habitude que c'est un nom servile. Donc, ça pose plusieurs questions. La première, déjà, c'est-à-dire que des esclaves ont une capacité financière. Si c'est des esclaves, ils ont une capacité financière à se représenter, enfin à payer une stèle funéraire assez coûteuse. Ensuite, on dit toujours que voilà, les noms d'esclaves qui sont liés à des noms de régions, ils ont été donnés par le maître. Parce qu'on a acheté l'esclave au marché, il venait de Thrace, on l'appelle le Thrace, on l'appelle la Thrace. Ici, c'est la fille qui s'appelle la Thrace. Donc ça veut dire que les parents ont donné, s'ils sont libres, les parents lui ont donné ce nom. Ou sinon, ça veut dire que le maître aurait donné ce nom, mais pourquoi il donne ce nom alors que les parents ne portent pas le nom? Enfin, c'est une scène qui pose énormément de questions qu'on ne peut pas résoudre, mais qui montre que je pense en fait on n'est souvent pas assez prudent sur la manière dont on assigne les gens à un statut, alors qu'en réalité c'est difficile de savoir. Donc mon parti c'était de dire, voilà, ils se représentent, en tout cas sur cette funéraire, ils se représentent comme des individus libres, puisqu'ils sont représentés de la même manière que les citoyens, que les étrangers, dont on est sûr que ce sont des étrangers libres, etc. Et donc, pour moi, ce sont... Enfin, je ne tranche pas, mais je considère plutôt que ce sont des libres. En tout cas, ils se représentent comme tels. Ça ne veut pas dire qu'ils le sont, mais que le long des routes et aux yeux des autres, ils se représentent comme tels. Parce qu'on a aussi ces discours sur l'iconographie, par exemple, la représentation de femmes qui seraient esclaves de Thrace, parce qu'on voit des représentations de tatouages, par exemple. Alors, là, effectivement, pour le coup, sur l'iconographie sur vase, on a vraiment des signes infamants, etc., qui différencient vraiment les étrangers des citoyens, mais sur les stèles funéraires, en fait, ces signes, ils n'existent pas. C'est-à-dire, les femmes thraces ont sur l'iconographie sur vase comme tu dis, effectivement, des tatouages, elles ont des vêtements particuliers, on appelle la zaïra, avec des dessins notamment en créneau, etc.
Et sur les stèles funéraires, rien de tout ça. Alors qu'il était possible de faire des stèles particulières. Donc si un individu avait voulu se représenter comme trace, il l'aurait fait. En tout cas, moi, c'est... Alors justement, sur les traces, il y a une catégorie qui m'intéresse beaucoup, qui m'interpelle, c'est tu as parlé de ce groupe qui se définit comme trace à l'intérieur duquel on aurait des citoyens. Mais est-ce qu'on a des éléments qui permettent de savoir si c'est un type de citoyen précis ou pas vraiment? Ou c'est juste peut-être parce qu'ils habitaient à côté? On ne sait pas, en fait. Dans les groupes, il y a quand même, voilà, il y a très peu, parce qu'on a très peu de documentation, mais on sait qu'il y a au moins un individu d'Éleusis qui habite à Salamine. Le problème, c'est qu'on est déjà à la fin du IIIe siècle, et donc, en fait, les Athéniens, dans leur nom, ils portent le prénom, le nom de leur père et le nom de leur dème, sauf que ça a été défini à la fin du VIe siècle, et ensuite, ça ne change plus jamais. Donc, en fait, quand ils déménagent, ils ne changent pas de dème, ils restent dans le même dème. Et du coup, là, on a un individu qui a vraisemblablement déménagé en face, il s'est installé sur l'île de Salamine, alors que sa famille venait d'Éleusis en face. Ce qui est sûr, c'est qu'il fait partie de ce groupe où on s'appelle Thrace. Et en fait, voilà, pendant très longtemps, en fait, notamment au Pirée, ça c'est une énorme construction historiographique aussi, les historiens ont considéré qu'il était impossible que les citoyens et les étrangers puissent prier ensemble. Donc en fait, on a créé deux groupes sur des bases qui sont en fait branlantes. Et pendant des décennies, des historiens par-ci par-là ont dit oui, mais cet argument-là, il marche pas trop, mais personne n'avait dit, bah non, en fait, il n'y en a qu'un seul groupe mixte. Parce que ça paraissait impensable, en fait. On pensait que c'était tellement séparé, les étrangers et les citoyens, qu'on ne pouvait pas penser qu'ils priaient ensemble. Donc moi, j'ai appris tout la deuxième partie, la troisième partie commence par, voilà, la deuxième partie, par une reprise de tous ces arguments pour les démonter un par un et pour montrer que non, en fait, c'est prier ensemble des étrangers et des citoyens, et que c'était pas un problème. Et la mise en série avec d'autres groupes, là par exemple, permet de montrer que voilà, c'était pas. En plus, c'était même pas une spécificité locale. Mais du coup, voilà, on a quand même des indices pour dire qu'au moins dans certains groupes, c'était des groupes mixtes. Mais il s'appelait Thrace. Donc effectivement, c'est un peu particulier. D'autres questions? Alors, sur cette question de mixité, enfin de mixte, est-ce qu'on a des éléments sur des personnages qui seraient un peu mixtes avec un père athénien, par exemple, et une mère d'origine étrangère, peut-être plus dans les sources littéraires que... C'est plutôt dans les sources littéraires, et bon, on a jusqu'en 451, on a quand même plusieurs exemples d'individus qui effectivement sont gréco quelque chose, enfin athéno quelque chose. C'est le cas de Micial, le vainqueur de Marathon. La mère était une princesse thrace, justement. Mais ensuite, c'est vrai que voilà, les lois athéniennes deviennent très restrictives. Donc en 451, on a le droit de se marier encore avec une étrangère quand on est citoyen, mais nos enfants ne peuvent pas être citoyens, et du coup on ne peut pas leur transmettre le patrimoine, donc il n'y a plus aucun intérêt à se marier avec une étrangère, sauf si c'est un remariage que vous avez déjà des enfants. C'est le cas de Périclès par exemple. Périclès il a 2 enfants, et ensuite il va se mettre il va donner sa femme en mariage à quelqu'un d'autre, et il va prendre pour femme une étrangère qui s'appelle Aspasie, qui est une figure intellectuelle assez célèbre, qui est extrêmement compliquée. C'est une étrangère, elle vient de Milet. Alors je me sers en fait de sa figure dans l'introduction de la troisième partie sur les philosophes pour montrer, parce qu'en fait on sait énormément de choses, mais tout en sachant rien d'elle, et même dès l'Antiquité, plus tard, qui dit d'Aspasie, la seule chose qu'on sait c'est le nom de son père et qu'elle venait de Milet. Tout le reste, c'est... Racontard, c'est une figure qui a polarisé énormément de haine entre philosophes aussi, notamment doctrinales. Et donc ensuite ils ont des enfants, mais ces enfants ne sont pas citoyens. Alors ils vont être faits citoyens parce que Périclès va demander un amendement à sa propre loi, puisque ses 2 premiers fils sont morts, donc ils se retrouvent sans héritier. Et donc il va demander à contrevenir à sa propre loi, et donc à ce moment l'Assemblée va l'accepter. Et à partir des années 380, c'est même interdit de se marier avec une étrangère. Donc là, la loi se durcit, du coup il n'y a pas de couple mixte. En tout cas pas à Athènes. Mais il y a d'autres cités où, c'est la question qu'on me posait, il y a d'autres cités où pour le coup c'est possible et ça pose pas de problème. Mais les Athéniens sont très, très, très restrictifs là-dessus. C'est pas une bonne intégration de se marier avec.
la propriété, tu disais que les étrangers n'ont pas de droit de propriété, donc du coup, à qui appartient en fait le terrain où il se faut enterrer? Eh bien, en fait, il y a un vrai problème juridique sur la question de ce sol, en fait. Donc, il existe un privilège, en fait, pour lequel les étrangers peuvent ensuite avoir le droit de posséder la terre, qui s'appelle l'enctésis, qui peut leur être donné soit à eux à leurs descendants. Mais il y a tellement de... C'est un privilège, donc c'est quand même quelque chose qu'on donne très rarement, on n'a pas beaucoup de sources qui en parlent. A priori, le statut de la terre funéraire n'est pas un privilège, parce qu'en fait, on a tellement de stèles funéraires qu'il est extrêmement improbable on ait donné systématiquement pour pouvoir installer une stèle ce privilège. Donc, la question reste entière, en fait, on ne sait pas quel est le statut de la terre. Du coup, les historiens se sont pas mal posé la question, notamment les historiens du droit, mais personne n'arrive à une conclusion qui serait justement un peu concluante là-dessus. C'est vraiment très, très obscur. Donc je ne peux pas répondre. On aimerait bien savoir. Parce que c'est vrai que dans le schéma général, c'est quand même une énorme pierre dans le jardin. Alors, tu as dit que tu avais laissé de côté 4 dossiers que tu as envisagés, 8 dossiers dans ta thèse au début et que tu en as finalement fait que 4. Oui, alors quels sont ceux que tu as laissés en friche pour le principal que j'avais un petit peu avancé, et je vais en parler dans un livre qui va sortir l'année prochaine, qui s'appelle Une nouvelle histoire d'Athènes, c'est le cas pour le coup c'est un discours d'un orateur attique qui s'appelle Hypéride, et c'est un cas assez drôle. Donc en fait c'est une affaire où un individu donc c'est un procès d'un citoyen qui considère qu'il a été floué par un étranger. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le citoyen est tombé sous le charme d'un esclave dans une boutique de parfumerie à Athènes. Et cette boutique de parfumerie, donc du coup, il va voir Athénogenès qui possède, mais qui ne gère pas, mais qui possède la boutique, et il va lui dire, voilà, je veux acheter ton esclave. Donc Athénogenès, c'est le nom de l'étranger. Donc Athénogenès lui dit, ah, je ne peux pas te le vendre sans te vendre son père, parce qu'on va quand même pas séparer les familles. Donc Athénien dit, ok, j'achète son père. Je ne peux pas te vendre le fils et le père sans te vendre leur boutique, parce que bon, bah, ils travaillent, c'est quand même leur lieu de travail, c'est compliqué, quoi. Enfin, après, où est-ce qu'ils vont travailler, enfin, c'est pas bien. Donc comme il a très envie d'avoir des relations avec l'esclave, le citoyen achète donc le père, enfin le fils, donc qui est très épris, le père et la boutique. Il se trouve après que la boutique est en réalité criblée de dettes. Et donc du coup, voilà, quelques semaines après, les créanciers se présentent à la boutique et du coup, il n'y a pas du tout de quoi payer, et donc il est ruiné. Du coup, il attend Athénogenès en justice en lui disant, voilà, bah en fait, tu ne m'avais pas dit qu'il y avait ces créances, donc tu m'as arnaqué, donc il faut que voilà, tu reprennes la boutique, tu reprennes les dettes, etc. C'est pas à moi de les payer. Donc, alors on n'a que l'accusation, mais de ce qu'on comprend entre les lignes, en réalité, c'est que comme il était il avait très envie d'avoir des relations avec l'esclave, en fait, il n'a pas lu, parce que, il finit par concéder quand même que Athénogenès, c'était dans le contrat, mais en fait, c'est un peu comme quand aujourd'hui vous avez un contrat et puis on vous dit de signer, mais vous savez, il y a toutes les petites lignes que vous lisez jamais. En fait, là, il y avait les dettes qui étaient marquées. C'est vraiment ça. Et lui, bah voilà, il a signé et puis il n'a pas relu le contrat, quoi. Donc en fait, on s'aperçoit que, moi ça m'intéressait parce que dans ce cas, c'est un étranger qui est censé être égyptien d'origine, qui connaît beaucoup mieux le droit athénien qu'un citoyen, qui quand même est censé faire le droit, puisque c'est eux qui votent directement les lois. Donc on est dans le cas où un étranger connaît mieux en fait le droit commercial, en tout cas, ou le droit des contrats, qu'un citoyen athénien, et que du coup il arnaque comme ça, et en fait toute l'argumentation d'Épicratès, qui est le nom du citoyen qui s'est fait avoir,
c'est de dire, finalement, c'est de dire, voilà, bah, c'est un étranger, vous allez quand même pas le laisser m'arnaquer, mais en fait, il n'a aucun argument juridique dans tout le dialogue, il n'y a aucun argument juridique. C'est que du pathos pour dire aux juges citoyens, bah, défendez-moi contre cet Égyptien. Bon, on apprend quand même après qu'il est sans doute d'origine égyptienne, mais en fait, il est quand même citoyen d'une autre cité grecque, donc en fait, il est un peu grec quand même. Et donc ça, c'est un cas en fait un peu intéressant et un peu différent où bah, voilà, on voit en fait, donc Athénogénès, comme il a été présenté dans l'historiographie comme le parangon du mauvais métèque, puisque voilà, c'est celui qui arnaque les citoyens, etc. Bon, en fait, il n'est pas plus mauvais métèque, c'est juste, voilà, il avait le droit pour lui, peut-être un peu lui acheter, il avait des dettes. Bon, effectivement, il lui a pas dit, mais bon, ça arrive quand même. C'était aussi à l'Athénien, quand il signe un contrat, de lire le contrat jusqu'au bout, quoi. Mais apparemment, il était très pressé. Donc ça, c'était un dossier où j'avais commencé un petit peu à l'avancer. Voilà. Et l'autre, c'était, l'autre gros dossier, c'était la participation des étrangers aux armées. Puisque on a quand même, notamment au 403, il y a quand même, donc en 403, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, il y a la tyrannie des 30 qui est mise en place, et il y a des démocrates qui vont prendre les armes, en partant notamment du Pirée, et dans l'armée, il va y avoir quantité d'étrangers à qui on va promettre la citoyenneté s'ils se battent pour le rétablissement de la démocratie. Donc là, on est dans des cas d'individus qui ne participent pas à l'échelon civique, à la démocratie, mais vont mettre leur vie en jeu, leur argent, et se battre pour le rétablissement d'un régime démocratique qui les exclut. Et donc je crois que c'était un cas intéressant, mais c'est pareil, j'ai pas eu le temps là d'aller plus loin. Un régime qui d'ailleurs, par ailleurs, va être extrêmement peu reconnaissant envers eux, puisque on va leur octroyer la citoyenneté. Un citoyen va attaquer pour illégalité le décret qui va être tombé, donc après leur avoir octroyé la citoyenneté, on va leur enlever la citoyenneté. Ce qui est peu amène comme procédure. Tout ça en 2 ans. Donc, moi, par ailleurs, ça pose la question de est-ce que sont-ils citoyens pendant 2 ans et ensuite on leur enlève. C'est très compliqué. Mais donc voilà, du coup là, en fait, la participation aux armées, parce que dans les discours, notamment chez Xénophon, on a, voilà, ou chez Thucydide, le général athénien qui va dire, voilà, alors souvent on dit on traduit par ô citoyen, mais souvent dans le texte c'est ô Andrés Athénaïoi, donc en fait c'est homme d'Athènes, et dans ces discours, en fait, on s'aperçoit qu'il y en a plein qui écoutent ces discours et qui sont étrangers. Donc sont-ils considérés comme des Athéniens ou pas, enfin c'est... Voilà, mais c'est pareil, c'est un dossier que là pour le coup j'avais vraiment peu traité. Je pense que le dossier du droit finira par faire un article, mais le reste on verra plus tard. Voilà. Mais donc il y a d'autres choses à faire, je pense. On ne peut pas tout faire, c'est déjà pas mal. C'est déjà un beau bébé. D'autres questions? Je pense qu'on va en rester là. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup Sébastien, merci à la bibliothèque et aux éditions de la Sorbonne d'avoir organisé. Et merci à toi pour cette présentation. Bonne soirée.